avec des écoles d'ingénieurs, l'Université de Technologie de Troyes, et monsieur le député qui est sœur de l'UTBM et de l'Université de Technologie de Sévenant, mais aussi l'ESTP, l'EPF, demain l'école spéciale d'architecture. Donc c'est un choix qui a été fait de faire de cette thématique enseignement supérieur un support très fort pour le développement du territoire. Et puis il y a bien d'autres, bien sûr un cadre de vie agréable, un aménagement numérique du territoire qui a beaucoup évolué avec l'application du département. Et en un mot, je dirais que c'est un département aussi qui a une histoire européenne, puisque c'est le thème de vos travaux. D'abord parce que la position de l'Aube avec les deux rivières, l'Aube et la Seine, qui traversent le territoire, a fait que depuis des millénaires, l'Aube a été une terre de passage, une terre de rencontre, une terre d'accueil, une grande foire de Champagne. Si votre emploi du temps vous en laisse le temps, vous avez une très belle exposition actuellement à quelques pas d'ici sur le 600e anniversaire du traité de Troyes. Ce traité qui, il y a 600 ans, avait l'infâme traité de Troyes, comme disent certains historiens, qui avait vendu la France aux Anglais, ce qui est un petit clin d'œil de l'histoire à une époque où l'Angleterre, elle, est en train de faire un chemin inverse. Donc une histoire très liée à l'Europe. Aujourd'hui, un de nos grands soucis, c'est la reconversion du site de l'abbaye de Clairvaux, avec Bernard de Clairvaux, qui a été un des premiers grands acteurs de l'Europe, qui a beaucoup voyagé. On a une université de technologie, je vous l'ai dit, qui vient d'être labellisée université européenne, avec des universités de 7-8 pays européens. Donc la question européenne est vraiment, je dirais, au cœur de nos préoccupations et de l'actualité auboise. Mais je pense surtout que elle n'est pas simplement la question européenne au cœur de nos préoccupations localement, mais elle doit être au cœur de nos attentions partout. Partout, quand on voit l'époque et les problèmes qui se posent à notre société, l'épidémie, et effectivement, je crois qu'on peut se réjouir tous des décisions, même si rien n'est toujours parfait, mais il y a quand même des décisions fortes qui ont été prises dans le cadre européen et qui vont faire beaucoup de bien à tous nos pays, et il faut saluer cette intelligence et cette solidarité qu'il y a eu pour prendre les décisions qu'il fallait prendre, qui sont des décisions courageuses. L'environnement, c'est vraiment une problématique qui est au cœur aujourd'hui des préoccupations de tous nos territoires. Et je pourrais lister bien d'autres sujets, mais pour être bref, je n'évoque que ces deux sujets qui nous montrent bien, et c'est heureux que l'Europe est aujourd'hui au cœur de notre vie quotidienne. Et donc notre mission à tous, c'est bien sûr de construire une Europe qui nous ressemble et qui corresponde à ce que l'on peut souhaiter. C'est la vocation de votre mouvement, et c'est pour ça que je suis très heureux de vous accueillir. C'est vraiment, ce sont des thématiques de grande actualité. J'en suis persuadé, sans dramatiser mon propos, c'est l'avenir de nos sociétés qui est en jeu, et je crois qu'il est rassurant, même si le plus dur reste à venir et les travaux vont être certainement d'une grande densité, c'est quand même très rassurant qu'il y ait dans de nombreux pays des femmes et des hommes de bonne volonté qui se sentent concernés et qui se saisissent de ces sujets. J'ai lu bien sûr avec attention le programme de vos travaux. Ce programme, comme le veut mon propos, il est vraiment au cœur de l'actualité, et je dirais il est d'une grande modernité.
Et donc, merci encore d'avoir choisi Troyes pour tenir ces universités. Merci à ma collègue Catherine Brégeot qui, je pense, a œuvré pour vous vendre ce territoire et ses atouts, et j'espère que vous ne serez pas déçus. Et je vous souhaite d'excellents travaux et un bon séjour dans l'eau. Et maintenant, le discours de Jacques Rémy, vice-président de Troyes Champagne Métropole. Monsieur le député européen, Monsieur Pichery, président du conseil départemental, mon cher Philippe, Monsieur Bertancini, président du mouvement européen national, mon cher Julien Chenu, président départemental du mouvement européen, Madame Caillot, présidente des Jeunes Européens France, Mesdames et Messieurs les élus, ma chère Catherine Brégeot, Mesdames, Messieurs, alors quelques mots simplement pour vous dire que notre ministre-maire François Baroin, président aussi de l'agglomération, regrette et m'a prié de l'excuser de ne pas être là pour assister à vos travaux. Il m'a chargé de vous dire aussi qu'il était très fier et heureux que vous ayez choisi notre ville pour vos universités d'automne. D'ailleurs, hier soir, notre comité de commune a voté une petite subvention exceptionnelle pour vous aider à organiser cette manifestation. Mais le département aussi a un peu plus tôt. Je voudrais féliciter aussi Julien Chenu pour l'organisation de cette manifestation. Une telle manifestation demande aussi beaucoup d'investissement personnel, beaucoup de temps. Donc je voudrais les féliciter, puis peut-être que vous pourrez les applaudir dès maintenant parce qu'ils ont fait un excellent travail. Je peux vous dire qu'ils se sont impliqués, ils ont beaucoup félicité. Alors, certains d'entre vous, et je pense que vous êtes nombreux à ne pas connaître notre ville, j'espère qu'ils vont vous laisser un petit peu de temps pour la visiter. Vous pourrez ainsi goûter à nos andouillettes, si vous ne connaissez pas, goûter aux spécialités autour du chaours, goûter au chocolat de nos meilleurs ouvriers de France et d'autres spécialités bien savoureuses comme le champagne et le rosé d'Hérissé. Et puis si vous rentrez à pied, je vous conseille d'essayer la Ponelle de Troyes, mais évidemment avec modération. Et puis vous pourrez profiter des beautés de la variété et beauté de nos paysages, et puis, comme l'a dit Philippe Pichery, de l'architecture de cette belle ville de Troyes. Je suis sûr que vous en apprécierez beaucoup la beauté. Vous allez aborder durant ces journées des thématiques qui sont au cœur des préoccupations de nos populations. J'ai noté la croissance verte, la crise sanitaire, le climat et la citoyenneté. L'actualité récente nous a encore démontré, une fois de plus, que les catastrophes climatiques exceptionnelles doivent nous inciter à réfléchir à un nouveau mode de fonctionnement. Et j'ai l'impression que vous êtes la parfaite incarnation des réflexions que nous devons avoir. Je vous souhaite donc de riches débats, qu'ils aboutissent sur des propositions concrètes et qui seront reprises au niveau européen. Et j'espère que vous garderez un excellent souvenir de notre ville et que vous aurez envie d'y revenir avec vos familles. Merci à tous. Monsieur Jean Rotner, président du Conseil régional du Grand Est, vous prie de l'excuser. Il n'a pas pu se déplacer, qu'il a été pris, mais il nous a quand même enregistré une vidéo pour vous saluer. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers partenaires, bienvenue aux universités d'automne du mouvement européen France et Europe. Je ne peux malheureusement pas être présent à vos côtés pendant ces 2 jours de débat et de discussion, mais je tenais malgré tout à vous exprimer mon engagement en faveur de l'Europe. L'Union connaît des moments difficiles depuis plusieurs mois. La pandémie que nous vivons nous a poussés dans nos retranchements et je tiens à saluer l'excellente coopération que, malgré les circonstances, nous avons su construire avec nos partenaires frontaliers. Nous vivons ici une coopération du quotidien active qui agit concrètement pour construire un espace de vie partagé.
En janvier 2022, la France, vous le savez, prendra la présidence du Conseil de l'Union européenne et ce sera un enjeu majeur pour défendre les intérêts de notre pays, de ses régions, au sein de nos instances de gouvernance. Développement durable, innovation, culture sont autant de sujets qui requièrent un soutien fort et vif de la part de l'ensemble des États membres. Je vous souhaite donc de belles universités d'automne. Vive la jeunesse, l'Europe s'invente chez nous dans le Grand Est, vous y participez, et bien tant mieux. À bientôt. Avant d'entendre les discours des représentants de notre mouvement, je tenais à remercier les 3 collectivités locales qui nous ont soutenus financièrement, mais qui sont également intervenues lors des interventions pédagogiques de ce matin, lors des conférences à venir et des ateliers de samedi matin. Donc c'est un grand soutien qu'on a bénéficié de ces 3 collectivités que je remercie chaleureusement au nom de tous nos adhérents. Vous allez maintenant entendre le représentant du mouvement européen Aube, qui a énormément œuvré pour cette université d'automne avec toute sa section, mais qui a beaucoup donné de lui, donc on peut déjà le remercier chaleureusement. Monsieur Pichery, président du conseil départemental de l'Aube, Monsieur Raguin, vice-président de Troyes Champagne Métropole, représentant Monsieur François Barouin, Madame Christine Thomas, maire adjointe à la ville de Troyes, représentant François Barouin, cher Yves, président du mouvement européen, cher Payot, vice-président des jeunes européens, chers amis du mouvement européen France. En introduction, permettez-moi tout d'abord de remercier 2 personnes. Tout d'abord, Jean-Marie Beaupuy, sans qui cette aventure n'aurait pas eu lieu. En effet, le 10 avril 2015, avec Yves Clément, nous avons créé cette section locale. Il nous semblait aujourd'hui important de mettre en avant la collaboration de Jean-Marie pour toutes les actions qu'il a pu, pour toute l'aide qu'il a pu nous apporter lors de l'organisation de nos actions mutuelles entre la section Marne et la section de l'Aube. La deuxième personne qui nous est très chère dans cette édition 2020 est notre vice-présidente, Catherine Brégeot. Lorsque nous nous sommes rencontrés en 2016, tu as été l'une des rares élus à avoir été enthousiaste à la découverte de notre association. Européenne dans l'âme, tu as immédiatement adhéré, participé pleinement à la vie de l'association. Tu as apporté ton énergie, ton engagement à notre projet associatif. Chère Catherine, merci. Aujourd'hui débute donc notre 4e édition, notre 4e université d'automne à Troyes en Champagne. Troyes, capitale des comtes de Champagne, qui est depuis le XIIe siècle un carrefour européen, un lieu de rencontre entre l'Italie et l'Europe du Nord. Aujourd'hui, avec son centre historique remarquable, son patrimoine culturel, architectural et paysager, ses maisons à colombages, sa cathédrale, ses églises, ses vitraux, sa gastronomie, la ville de Troyes est l'héritage de siècles de partage, d'échange et de créativité. C'est donc ici, dans ce magnifique centre des congrès de l'Aube, que nous avons le plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle édition. Cher président Pichery, je tiens à saluer en votre présence le travail remarquable, l'accompagnement essentiel et l'investissement total de l'équipe du comité de tourisme de l'Aube. Nous travaillons ensemble depuis 1 an. Sachez que nous sommes très sensibles à l'engagement du comité de tourisme pour le développement durable. Hier d'ailleurs se tenait l'université de tourisme durable dont le département est pilote. En 2019, j'avais dit à mes adhérents: j'ai un défi à vous relever, à vous proposer. Pour les 5 ans de l'association, je vous propose l'organisation de l'université d'automne 2020. Quel défi! Une véritable épopée arthurienne. Car vous l'aurez compris, pour vous recevoir, la participation et l'organisation de l'événement aura été extrêmement complexe et remplie d'imprévus. Cette université est le résultat
d'une étroite collaboration entre le travail de la section locale et de l'association nationale. Sans cesse, il aura fallu se mettre à l'ouvrage pour s'adapter et se réadapter à cette crise sanitaire. Nous ferons le bilan plus tard, mais sachez que nous y avons mis tout notre cœur, notre détermination pour que ces journées soient une réussite. Ces journées sont également une réussite, grâce en partie à l'engagement des collectivités territoriales qui se sont mobilisées avec le mouvement européen. Je tiens donc à remercier et à saluer l'ensemble des acteurs territoriaux qui ont répondu présent. Le président Jean Rottner et la région Grand Est, région de l'excellence européenne, le département de l'Aube, cher président Pichery, je vous renouvelle mes remerciements sincères. 3 Champagne Métropole, accompagnés et avec la présence de Jacques Araguin. Remerciements également à la ville de Troyes et son maire François Baroin, qui nous accueillera lors de notre repas de gala demain à l'hôtel de ville. Le mouvement européen est quelque chose de singulier. Il rassemble les personnalités d'univers et d'horizons différents pour construire l'Europe. Construire l'Europe, il en sera question durant ces 3 journées, à travers le thème de l'Europe de demain que nous souhaitons décliner autour de l'environnement et de la jeunesse. À ce sujet, l'environnement, nous aborderons notamment le pacte vert européen et les mobilités. La jeunesse, elle sera présente durant ces 3 jours, au travers du Conseil régional Jeunes qui a répondu présent à notre invitation, mais aussi à la venue des jeunes européens qui seront près de 50 pour organiser la marche pour le climat qui aura lieu demain. Je vous souhaite une très bonne université d'automne dans le respect des gestes barrières. Derrière nos masques, phosphorons, échangeons et construisons l'Europe de demain. Merci à vous. Et maintenant, le vice-président des jeunes européens, Peyo Dubois-Massé. Monsieur le député européen, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le premier vice-président de Troyes Champagne Métropole, Monsieur le président du mouvement européen France, cher Yves, Monsieur le président du mouvement européen Aube, cher Julien, chers membres du mouvement européen et des jeunes européens, je tenais tout d'abord à excuser la présidente Marie Callot, retenue par une obligation professionnelle cet après-midi, mais qui nous rejoindra dès ce soir et qui sera ravie d'échanger avec vous tout au long du week-end. En son nom et au nom de l'ensemble des membres des jeunes européens, je suis très heureux de vous voir tous réunis ici à Troyes pour l'université d'automne du mouvement européen. L'année dernière, en revenant de Bourges, nous nous étions fixés 2 objectifs avec le bureau du mouvement européen. Que davantage de jeunes européens participent à cet événement important pour la vie de notre mouvement. Que cet événement devienne un véritable temps de rencontre et d'échange entre les bénévoles du mouvement européen et des jeunes européens. Pour le premier objectif, c'est un pari réussi, au vu du nombre de participants jeunes européens déjà présents ce matin en intervention pédagogique ou qui nous rejoindront au cours de la journée. Pour le deuxième objectif, il ne tient qu'à nous de faire de cette université d'automne un moment privilégié de construction de projets communs entre nos 2 associations. Je compte sur nous. Bien sûr, il y a un an, nous n'imaginions pas tenir une université d'automne dans de telles conditions. Personne n'imaginait tenir une université d'automne dans de telles conditions. Et pourtant, nous n'avons pas renoncé. Dès les premiers jours du confinement, les bénévoles des jeunes européens se sont mobilisés pour poursuivre notre engagement. Sous d'autres formes, en faisant souvent preuve de grande capacité d'adaptation, d'imagination, de créativité, mais avec toujours la conviction que notre combat devait perdurer. Parce que l'Europe est nécessaire, aujourd'hui, plus que jamais, parce que la citoyenneté européenne est indispensable, aujourd'hui, plus que jamais. C'est le sens de l'engagement des bénévoles, des volontaires en service civique et des salariés qui, ce matin, ont réalisé de nombreuses interventions pédagogiques dans les établissements scolaires et universitaires de Troyes,
auprès de plusieurs centaines de jeunes, y compris celles et ceux qui se sentaient les plus éloignés de l'Europe. Merci à vous. C'est ce que nous devons faire et c'est ce que nous ferons tout au long de l'année à venir. Je voulais enfin remercier toute l'équipe d'organisation qui nous a permis d'être là aujourd'hui. La section locale du mouvement européen, engagée depuis des années dans ce projet, l'équipe nationale du mouvement européen et des jeunes européens, et plus particulièrement Jérôme, Fanny et Pierre, qui ont fourni un travail acharné depuis de nombreux mois. J'ai été à votre place, il y a 4 ans, à Strasbourg. Je sais combien cela peut parfois être éprouvant d'organiser une université d'automne, mais je sais aussi que le résultat en vaut la peine, car je sais qu'à la fin du week-end, nous repartirons tous de Troyes, fiers de notre engagement pour une Europe démocratique, de notre engagement pour une Europe fédérale, de notre engagement pour une Europe citoyenne, fiers et déterminés à poursuivre notre combat, quelles que soient les circonstances. Déterminés à agir au quotidien, tout au long de l'année, pour sensibiliser chacun à la citoyenneté européenne, y compris et surtout ceux qui en sont les plus éloignés. C'est ce message d'espoir et de détermination que je voulais porter auprès de vous pour l'ouverture de cette université d'automne du mouvement européen. Au nom des jeunes européens, je vous souhaite une très belle université d'automne. Merci à vous. Et enfin, Hubert Zancini, président du mouvement européen France. Merci, cher Jérôme, merci, cher Philippe Pichery, cher Jackie Raguin, cher Julien, cher Payot, chers toutes et tous, merci d'être là, en pointe avancée de ceux qui vont nous rejoindre au début de cette université d'automne, qui est la 14e du nom et non pas la 4e, c'est l'émotion qui a fait fourcher Julien. 14e université d'automne. Nous nous étions dit à Bourges l'an dernier que nous y passerions le printemps, Bourges et donc l'automne à Troyes. Et nous sommes d'autant plus soulagés de pouvoir être là parce que, Dieu merci, c'est une des zones de France où voilà, nous pouvons encore accéder. Donc nous sommes d'autant plus reconnaissants de votre accueil que pendant longtemps on s'est demandé si ça allait être possible. Évidemment, nous allons donc respecter tous les gestes barrières, les distances qu'il y a lieu, parce qu'on ne voudrait quand même pas avoir importé un cluster ici. On voudrait bien que notre passage soit mémorable, mais pas pour cette raison-là. En tout cas, nous sommes vraiment ravis de pouvoir revenir, c'est l'ADN de notre mouvement, hein, dans les territoires, j'allais dire, bon, de toute façon, c'est ce qu'est notre mouvement, une section comme celle de l'Aube, remarquable, toutes les sections qui parsèment notre territoire, métropolitain et ultramarin, mais quand on se réunit tous ensemble, ce qui nous fait du bien, pour faire le point, pour réfléchir, je dirais que ça nous fait encore plus de bien en ces moments difficiles, mais on aime choisir des villes ou des départements pas forcément connus. Je dis que nous étions à Bourges l'an dernier, l'an prochain nous serons à Vannes, et aujourd'hui nous avons le bonheur d'être à Troyes, qui est une ville que beaucoup découvrent, hein, certainement. C'est mon cas. Hein. Moi, je viens vers Troyes avec quelques idées simples. Alors, je vais vous parler des chrétiens de Troyes ou de l'Estac, parce que je crois que Troyes, dans les années 70, était une équipe de football assez cotée. En tout cas, j'avais des autocollants Panini de Troyes dans mes bulletins. Et puis, j'y viens avec les souvenirs de ce que je disais dans les livres un peu plus tard, les livres de Fernand Braudel. Qui raconte bien comment ce lieu-là, les foires de Champagne, ce coin d'Europe-là, de coin de France, a servi de point de ralliement à un moment entre l'économie hanséatique du Nord et puis l'économie méditerranéenne et italienne, et qu'à un moment la jonction s'est faite. Et dans ce qui a commencé à être une forme d'Europe, alors Fernand Braudel appelle ça la civilisation matérielle, mais en tout cas voilà, un lieu d'échange, vous avez dit un lieu de passage, et là c'était un lieu d'échange qui a commencé à donner corps à l'économie européenne. Donc je dis que c'était intéressant, et même en parcourant la ville ce matin, d'être aussi à ce titre-là dans ce lieu. Les interventions pédagogiques qu'a évoqué Payot ont été faites, je crois, dans le quartier des Lombards. Voilà, le quartier des Lombards porte dans son nom cette espèce de connexion entre le sud et le nord de l'Europe en ces terres.
Ça, c'est ce que j'ai amené comme idée en arrivant ici. Et puis, comme souvent, c'est l'émotion qui m'a saisi quand je suis arrivé sur le quai de gare, dans une ville inconnue, je le dis, et où je vois tant de visages familiers. Dès le quai de gare, Peyo d'ailleurs, l'un des premiers que j'ai vu, des gens venus de partout, dans les rues, dans les bars, du territoire de Belfort, j'en oublierai, hein, de Paris, du Sud. Voilà. C'est toujours une émotion pour moi, comme président national du mouvement européen, de voir que les militants viennent de partout prendre un jour, 2 jours et même 3 jours, hein, puisqu'on aura un conseil d'administration et une assemblée générale le dimanche, prendre de leur temps pour réfléchir, échanger sur les sujets européens, à un moment évidemment où l'Europe, je veux dire, on le dit presque chaque année, mais est à un carrefour, et en tout cas connaît une crise sanitaire majeure, crise économique, crise sociale, où il y a des tensions politiques évidemment qui n'ont pas grand-chose à voir avec la crise sanitaire, hein, quand on regarde l'environnement géopolitique immédiat, la Russie, la Turquie, le Sahel, ce qui va se passer le mois prochain aux États-Unis avec l'élection présidentielle. Et donc voilà, prendre ce temps pour tous ensemble, ceux qui auront pu venir dans les limites imposées par la jauge, hein, évidemment, qui est vraiment très très précieux pour nous, et je le dis pour moi. Alors, vous l'avez vu, je n'y reviendrai pas, on avait choisi de focaliser sur l'environnement, la jeunesse. C'est vrai que la crise sanitaire met ces deux thèmes encore plus haut, hein, on les avait prévus avant, mais voilà, on voit bien des sujets liés à un ralentissement qui est favorable à l'environnement, et en même temps il faut bien reprendre une activité, mais il y a quand même un pacte vert européen qui est mis en œuvre. Puis la jeunesse qui peut-être la victime de cette crise, non pas d'un point de vue sanitaire, parce que les jeunes sont plutôt épargnés, mais d'un point de vue économique et social. Donc on s'arrêtera sur ces sujets, l'Europe de demain, mais qui, je vais dire, est aussi celle d'aujourd'hui. Je vais conclure mon propos en remerciant, parce que c'est quand même utile, ça a déjà été fait, mais vous remercier, Monsieur le Président, vraiment pour cet accueil dans cet écrin, hein, dans ce centre de congrès, remercier la ville de Troyes et la métropole, à travers elle, Jackie Raguin, remercier Jean Rotner, remercier Julien, Catherine, Isabelle, Jérôme, enfin tous les militants, je ne les cite pas tous, de cette section locale très dynamique, hein, MEF de l'Aube. Remercier le secrétariat national, évidemment, Jérôme et toute son équipe. Remercier les mécènes, et je vais en citer un, en plus de mécènes locaux. Il y a dans la salle des représentants, Jens Althoff en particulier, de la fondation Heinrich Böll. Heinrich Böll, c'est une fondation allemande, et qui a décidé de nous soutenir compte tenu du thème mis en avant, celui de l'environnement. Et ce n'est pas neutre, vous voyez, quand on construit l'Europe, d'être soutenu, mouvement européen France, par une fondation allemande, et donc on leur en est d'autant plus reconnaissant. Et puis remercier évidemment les intervenants. J'ai déjà vu le député européen Christophe Grudler, merci d'être là, Karim Adeli, d'autres intervenants qui viendront. Alors certains seront seulement en ligne, parce que c'est la loi du genre. Remercier vous toutes et vous tous d'être là et déclarer, même si personne ne me l'a demandé, ouverte cette 14e édition de l'Université d'automne du Mouvement Européen France. Merci, bravo et à bientôt. Nous allons donc commencer la première conférence, le Pacte vert européen vers un nouveau modèle de croissance. J'invite les intervenants à venir me rejoindre. Christophe Grudler, député européen Renew Europe, membre de la Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Énergie au Parlement européen. Jens Althoff, directeur du bureau de Paris de la Fondation Heinrich Böll. Nel Makarov, responsable Europe du réseau Action Climat France. Et un visage que vous connaissez bien, Yana Prokofieva, qui est membre de la Surfrider Foundation Europe.
à toutes et à tous, chers élus, chers membres du mouvement européen, des jeunes européens, chers amis. C'est ainsi que nous commençons notre première conférence ici, dans ce magnifique palais des congrès de l'Aube, et qui porte sur l'intitulé suivant, le Pacte vert européen, vers un nouveau modèle de croissance. Alors avant de présenter notre panel d'intervenants d'une grande richesse et d'une grande variété, nous estimons qu'il est important et pertinent de replacer un peu le sujet dans son contexte historique et politique. Alors le Pacte vert européen, c'est une feuille de route, une stratégie présentée par la Commission européenne fraîchement élue en décembre 2019 et par sa nouvelle présidente Ursula von der Leyen. Et donc c'est une stratégie pour adapter l'action européenne face à de nouveaux enjeux économiques et environnementaux et de nouvelles menaces climatiques au XXIe siècle. Donc, il s'agit bien évidemment d'un nouveau cadre, mais pour des politiques existantes et qui, au final, doivent se confronter à un nouvel objectif qui est celui de la neutralité climatique d'ici 2050. L'un des objectifs fondamentaux de la Commission 2019-2024, c'est de faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone, ce qu'on appelle la neutralité climatique, donc neutre en gaz à effet de serre. C'est un ensemble d'initiatives qui concernent aussi bien la transition écologique en tant que telle, mais pas que. C'est aussi la transition énergétique, donc le développement des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et toutes les questions de financement comme le Fonds pour une transition juste ou la finance verte, portée notamment par la Banque européenne d'investissement. Ça concerne également l'économie circulaire ainsi que l'agriculture, des sujets portés notamment par le commissaire lituanien Virginijus Sinkevičius, les jeunes européens l'ont rencontré notamment en février, et enfin sur des questions de diplomatie énergétique, le rôle de l'Europe dans le monde et dans la défense du climat. Le Pacte vert intervient dans un contexte de renforcement et d'affirmation de l'action européenne dans la politique climat-énergie, et au final, je vais vous faire une petite digression en vous présentant très brièvement les différentes étapes de cette affirmation. On peut dire que ça a commencé dès la fin des années 2000 avec le vote du paquet climat-énergie de 2008, donc à l'horizon 2020, donc un pacte qui a été notamment amendé en 2014 pour satisfaire les objectifs de 2030. L'année suivante, en 2009, le traité de Lisbonne, c'est ça, a fait voter, contient désormais un nouvel article, l'article 194 du TFUE, qui permet à l'Union européenne de disposer d'une base juridique pour la politique énergétique en tant que telle. Les années 2010 ont été notamment l'occasion de nouvelles avancées, comme en 2015 l'Union de l'énergie, portée par le président Juncker, et qui, déjà à l'époque, était censée être un cadre pour rendre la politique européenne climat-énergie plus cohérente. Bien évidemment, en 2015, nous avions aussi le traité de Paris sur la protection du climat, fin 2015. Au final, le Pacte vert, c'est le dernier développement de ce renforcement de la cohérence de l'action européenne concernant la politique climat-énergie, donc une politique traditionnellement réservée aux États et où certaines réactivités de certains États peuvent s'exprimer. Donc, au final, ce pacte vert répond aussi à un besoin de cohérence et un besoin de renouveau des politiques pour satisfaire certains objectifs et certaines opportunités. Et parmi ces opportunités, nous avons bien évidemment tout ce qui est croissance verte et tout ce qui est croissance durable. Et en fait, je vais vous faire aussi un petit topo sur ce sujet, parce que l'Union européenne, au final, est fortement convaincue que la croissance économique est parfaitement compatible avec le pacte vert. Il y a notamment tout ce qui est question de découplement et tout ce qui est question de croissance vraiment durable et qui peut être compatible avec une certaine raréfaction des ressources. On en reparlera bien évidemment. Et ça pose quand même un certain nombre de questions, notamment par rapport aux industries, par rapport à la cohésion territoriale. Et pour nous, ça pose même une question encore plus profonde. Est-ce que la croissance économique telle que nous la connaissons était vraiment compatible avec les impératifs de changement climatique et de lutte contre le réchauffement climatique? Et c'est ce type de questionnement, justement, que nous allons poser à notre panel d'intervenants, donc de très grande qualité de par leur profil, mais également de par leur variété. Je vais me permettre de commencer par vous, Christophe Brugler. Merci d'être là. Vous êtes journaliste, également homme politique. Vous êtes diplômé de l'Université de Strasbourg et du Centre universitaire d'enseignement du journalisme.
Vous êtes originaire de Belfort et vous avez commencé votre carrière professionnelle en tant que journaliste, justement, en tant que rédacteur notamment au journal L'Alsace, La Chasse en Alsace, et vous avez également dirigé le journal des enfants. Depuis 1998, vous êtes conseiller général du territoire de Belfort, et c'est en 2019 que vous avez été élu député européen sur la liste conduite par Nathalie Loiseau, et vous siégez actuellement au groupe Renew. Vous êtes notamment membre de la Commission pour l'industrie, la recherche et l'énergie, et vous vous occupez de sujets comme l'intégration des réseaux énergétiques et tout ce qui est politique spatiale en tant que tel. Vous chargez de certains dossiers. Encore une fois, merci d'être là. Dr Jens Althoff, merci d'être là vous aussi. Vous êtes docteur en sciences politiques, mais vous avez également étudié le droit et la rhétorique classique à Tübingen et à Paris. Vous avez d'abord travaillé en tant que chargé de presse du groupe politique Les Verts, donc die Grünen Bündnis 90 en Allemagne. Vous avez également travaillé en tant que maître de conférence au Centre de journalisme de la Freie Universität de Berlin, et ainsi au Parlement européen, avant d'occuper votre position actuelle, qui est chef de bureau à Paris de la Heinrich-Böll-Stiftung, M. Bertoncini en a parlé, qui est une fondation politique allemande liée au Parti vert, et le bureau de Paris s'occupe notamment de tout ce qui est réflexion sur la coopération franco-allemande européenne dans des thématiques comme la transition énergétique, la revitalisation de la démocratie et le renforcement de la politique étrangère. Merci, M. Althoff, d'être là. Madame Prokofieva, merci d'être là. Vous êtes diplômée de Sciences Po Paris et pour vous citer, vous avez été très tôt engagée dans la défense de la conscience européenne, mais également dans celle des océans. Donc c'est pour ça que vous avez d'abord travaillé au Mouvement Européen France. Vous étiez responsable des campagnes et du plaidoyer. Vous connaissez un petit peu la maison. Et actuellement, vous êtes European Outreach Officer. Donc c'est tout ce qui est plaidoyer également dans une organisation qui s'appelle la Surfrider Foundation Europe. C'est la branche européenne de l'organisation éponyme qui, depuis plus de 35 ans maintenant, est une organisation qui lutte contre la dégradation des océans et qui prône la mise en valeur de tous ces plans d'eau. Donc ça peut être les océans, les mers, mais également les lacs et les rivières. Encore une fois, merci d'être ici. Et enfin, Neil Makarov, merci d'être ici. Vous êtes diplômé de Sciences Po Grenoble en gouvernance européenne. Et avant de travailler là où vous travaillez actuellement, vous avez notamment travaillé dans la représentation du Rhône-Alpes à Bruxelles, avant de travailler dans une grande organisation qui prône le transport ferroviaire. Depuis 2017, vous êtes responsable Europe pour Réseau Action Climat, donc qui est un ensemble d'associations qui regroupe des associations nationales et locales, et dont le but est de lutter contre les changements climatiques à toutes les échelles, aussi bien au niveau local, au niveau national et au niveau mondial. Donc, encore une fois, à vous quatre, merci beaucoup d'être ici. Avant de commencer d'aller dans le vif du sujet, je vous poserai à vous quatre une question inaugurale. Vous avez 5 minutes chacun, si je puis me permettre, pour vous exprimer sur le sujet. Et la question c'est, messieurs, dames, les intervenants et intervenantes, est-ce que vous pensez que le pacte vert est-il compatible avec l'impératif de croissance durable et est-ce que c'est ambitieux par rapport aux défis du XXIe siècle? Monsieur Gaudler, je vous permettrai de prendre la parole en premier. Bonjour à vous tous. Alors je pense qu'on garde le masque pour parler, que ce qui est plus convenable, c'est mieux. Bon voilà, ok, c'est parfait. Merci pour l'invitation et puis merci pour cette question. Alors évidemment la réponse est oui, c'est entièrement compatible. Le Green Deal et la croissance en plus durable, puisque le principe, donc Green Deal, c'est le pacte vert, je précise quand même, parce que effectivement des fois en France on utilise un terme ou l'autre. Et j'ai quand même des gens qui s'intéressent à l'Europe qui n'avaient pas compris le lien et qui n'avaient pas compris que pacte vert et Green Deal c'était la même chose. Donc je pense que c'est aussi important de le rappeler. Alors c'est évidemment compatible et puis vous avez donné les principaux éléments techniques de ce Green Deal. Permettez-moi de donner un élément politique. C'est un élément fort de différenciation de l'Union européenne dans le monde. On est leader sur ces questions-là au niveau mondial. Alors ça donne suite aux accords de Paris, ça donne suite également à un travail qui depuis 10 ans est fait au Parlement européen, parce que c'est pas quelque chose de neuf qui sort le Green Deal. C'est quelque chose qui était en germe depuis quelques années, et subitement ça devient la priorité
des institutions européennes, de la Commission, du Conseil, du Parlement. Et donc là, il y a une très forte image mondiale qui se développe, où l'Europe est quelque part le leader du monde sur une thématique importante qui est l'avenir de notre planète. Et il n'y a pas, par ailleurs, il n'y aura pas d'avenir de notre planète si on est en décroissance. Alors, je ne sais pas s'il y a des spécialistes de ces questions économiques-là. Pour moi, la croissance vertueuse telle qu'on l'imagine, c'est-à-dire celle qui ne consomme pas trop les ressources de la planète, va nous permettre de dégager de la richesse économique. Et avec cette richesse économique, on va pouvoir continuer à financer le développement durable et puis le bien-être de tous dans l'Union européenne. Si on avait un modèle de décroissance, on n'aurait plus d'argent pour financer rien du tout. Et donc on n'aurait plus d'arrêt de dégagement de CO2, puisque l'objectif de Green Deal premier, c'est la décarbonation en 2050. Décarbonation dans tous les domaines, ça peut être les transports évidemment, ça peut être l'industrie, et enfin ça doit être, pour être plus précis, ça doit être l'industrie, et ça doit être l'énergie sous toutes ses formes. Alors ça, c'est des questions sur lesquelles moi je travaille dans le cadre de ma commission industrie, recherche, énergie, et notamment sur l'intégration des systèmes énergétiques, pour qu'il y ait un peu plus de solidarité européenne là-dessus. Quand les Allemands produisent sur leurs éoliennes beaucoup trop de production électrique, qui sont obligés d'arrêter leurs éoliennes parce qu'ils n'ont pas les capacités de les diffuser dans l'Europe, parce qu'ils ont de mauvaises interconnexions pour le coup, et que dans le même temps on est obligé de démarrer une centrale au charbon dans un pays de l'Est, alors qu'on aurait pu mettre à disposition l'éolien, il y a quand même un problème sérieux. Donc toutes ces questions-là, c'est le Green Deal qui peut les traiter. On peut trouver de la cohérence énergétique qui fait faire de l'économie, qui économise les ressources et qui par ailleurs permet effectivement d'être beaucoup plus vertueux. Alors, je vais laisser la place aux questions tout à l'heure, mais donc il y a quelques outils qu'on a développés au niveau européen, notamment le principe des alliances européennes. Les alliances européennes, c'est l'autorisation qui est accordée à des entreprises de bénéficier de subventions d'État et de subventions de l'Union européenne pour mettre en place des projets vertueux. Vous avez eu l'Alliance européenne des batteries, qui n'est pas seulement là pour faire des vieilles batteries ion lithium, mais qui est aussi là pour réfléchir aux batteries de demain, aux batteries par exemple ion sodium, qui sont en partie de sel, donc c'est quand même, on ne va pas chercher les matières rares en Chine, et on a ça chez nous, et c'est peut-être les batteries de demain qui peuvent être là. C'est l'Alliance européenne de l'hydrogène qui a été lancée au mois de juillet, un projet de production de 2 fois 40 gigawatts d'hydrogène en Europe d'ici 2030, de l'hydrogène propre, c'est clean, enfin oui, le nom c'est clean hydrogen, donc bien l'hydrogène propre et pas l'hydrogène produit à partir de gaz naturel qui lui dégage du CO2. Et donc il y a l'Alliance européenne des matières premières également qui a été lancée, et il y en aura d'autres. Donc l'idée c'est qu'on puisse mettre de l'argent pour aider tout ce qui va lutter contre le dégagement de CO2 pour arriver en 2050 à cet objectif de zéro dégagement de CO2 supplémentaire. Et donc, je ne sais pas si j'ai répondu dans les 5 minutes, il y a plein de choses à dire et je pense que vous aurez des questions tout à l'heure. Donc oui, évidemment, c'est compatible et oui, évidemment, le Green Deal est un bel objectif et on y croit et ça va générer de la croissance et de l'avenir dans l'Union européenne. Merci beaucoup, M. Baudelaire. M. Althoff, quelle est votre opinion sur la question? Bon, d'abord, vraiment, merci beaucoup pour avoir organisé cette conférence malgré ces conditions et avoir ce débat, la possibilité de ce débat, même si ce n'est pas possible d'avoir plein d'autres Européens ici aujourd'hui, ça il faut aussi dire que c'était bien sûr l'idée. Et là, on voit justement le problème, d'autant plus je suis vraiment très très heureux d'avoir la possibilité d'être là. Sur votre question, j'aurais 3 points là-dessus. La première, parce que c'était aussi dit, et je trouve que c'est très bien dans votre titre aussi, vers un nouveau modèle de croissance. Je crois que ça, c'est quand même un clé là-dedans, qu'on ne peut pas juste continuer comme ça, et qu'on ne peut pas juste dire on fait croissance, et puis on met croissance verte, et c'est bon, ça va aller. Ça, je trouve que c'est très important. Et là, je parle pas, je suis souvent un peu étonné du débat qui est très, très dur en France entre croissance ou décroissance. Parce que ça, c'est pas le débat. Le débat, c'est un modèle de croissance et avoir une autre croissance, ce qui est, en allemand, on dit souvent post-croissance, post-wachstum, qui est comme idée derrière, comme concept.
C'est-à-dire ça qu'il faut avoir d'autres modèles, d'autres critères déjà pour mesurer la croissance. Là, il y a beaucoup de bonnes propositions qui vont plutôt en qualité de vie, aussi des indicateurs sociaux et autres, parce que vous voyez aujourd'hui, c'est bien sûr absurde que si un bateau qui transporte du pétrole a un accident dans les côtes de Bretagne, et après tout est nettoyé et tout doit être réglé, après ça augmente la croissance. Ah, super. Donc ça ne peut pas être le modèle, on ne peut pas continuer avec des critères comme on a aujourd'hui. Donc ça c'est un premier point. Deuxièmement, là on voit très bien que c'est vraiment un défi d'avoir maintenant une Europe carboneutre, et là on parle de au plus tard 2050. Hein, le plus tard, normalement on devrait y aller plus tôt, si on veut vraiment freiner, mais bon, on dit plus tard. 2050, c'est un très grand défi. Et vous voyez, bien sûr, toutes les discussions, tous les combats, ce qu'il y a autour, parce que ça veut dire vraiment changer notre mode de production, notre mode de consommation aussi. Il y a un très grand changement. Ça veut dire aussi qu'il y a pas mal des acteurs économiques d'aujourd'hui qui vont perdre de l'argent. Il va y avoir beaucoup de nouveaux acteurs économiques qui vont gagner de l'argent. Mais toujours, si vous avez un changement de structure, c'est dur. Parce que les structures qui sont dominées aujourd'hui par les gens qui gagnent de l'argent, ils sont aussi beaucoup de grandes lobbies à Bruxelles et tout ça, j'ai très bien vu ça. Donc, un changement comme ça, c'est un grand défi. Ça ne se fait pas, et jusqu'à maintenant, on a un objectif, on a un titre, ce qui est très bien et très nécessaire. Et je crois qu'il y a une très grande chance là-dedans aussi, justement dans la création vraiment des emplois, aussi pour développer les territoires. Si vous regardez par exemple la transition énergétique en Allemagne, qui d'ailleurs n'a pas, c'est pas une idée de revenir vers le charbon était toujours très important en Allemagne, et ça c'est un mythe en France, c'est pas vrai par les chiffres, mais ce qui a fait la transition énergétique en Allemagne, il y avait le profit et la production d'énergie dans le monde des 4 grandes entreprises, et aujourd'hui, 42% de la production de l'électricité est dans les mains des particuliers, des citoyens qui gagnent leur argent. Et ce n'est plus les 4 grands, les citoyens, ce sont les communes, ce sont les territoires qui produisent l'énergie et qui gagnent de l'argent. Et ça, c'est un modèle pour développement qui montre, c'est juste un exemple, mais qui montre que et comment des choses comme ça sont possibles. D'ailleurs, 10% de toutes les capacités installées sont normalement des agriculteurs en Allemagne qui ont les mêmes problèmes qu'en France, mais aujourd'hui, ils sont deuxième revenu grâce à ça. Donc ça, c'est juste pour donner et montrer, c'est pas, il y a beaucoup d'autres exemples d'ailleurs aussi en France, beaucoup d'exemples qui montrent quelle chance, quel potentiel est là-dedans, que vraiment l'Europe va être le premier continent, c'était dit, qui peut être sans carbone. Et là, pour avoir mon troisième point là-dessus, je crois là c'est très très décisif justement que les couples franco-allemands vont vraiment aller en avant. Et là, c'est aussi un moment clé, parce que je peux vous dire, ni le plan de relance au niveau européen, ni les plans de relance en France et en Allemagne, maintenant, doivent être une chance ratée pour avancer sur cette direction. C'est ça, un moment clé. Parce que c'est assez clair, c'est bien qu'en France, en Allemagne et dans d'autres pays, maintenant, l'État prend beaucoup d'argent en main pour faire face à cette pandémie et les conséquences économiques. C'est bien. Mais si on rate cette chance de prendre cet argent aussi, tout d'abord, pour maintenant changer le modèle et aller vraiment dans une direction de transformation écologique et sociale, ces sommes d'argent ne vont pas être là une deuxième fois. Ça, c'est très très clair. Et là, c'est vraiment couple franco-allemand. Et là aussi, je suis un peu sceptique. Par exemple, pas seulement ce qu'on a vu, ce qui est aussi donné tout au secteur d'aviation sont des conditions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner, mais on pourrait mettre des conditions, par exemple, avec. Et dans d'autres secteurs, il y avait une grande discussion en Allemagne aussi autour d'automobiles et des secteurs comme ça. Mais je trouve surtout pourquoi il y a déjà une alliance franco-allemande pour des batteries, ce qui est très, très bien. Mais là maintenant, il y a un plan national de l'hydrogène en Allemagne, il y a un plan national de l'hydrogène en France. Pourquoi il n'y a pas un plan franco-allemand de l'hydrogène? Ce qui c'est beaucoup mieux, parce que l'hydrogène, c'est par exemple une des technologies clés, vraiment, pour une transition. Absolument, pour tout ce qui est secteur aviation, tout ce qui est poids lourd et autres. Donc là, il me semble qu'on n'est pas encore vraiment dans une telle logique, il faut encore vraiment bouger dans une telle direction, comme de toute façon, pour finir, je crois, mais là on a bien vu ça dans le Grand Est, c'était surtout côté allemand qui était vraiment problématique, qu'il faut vraiment aussi voir qu'il faut réagir ensemble face à cette pandémie et cette crise, et pas comme a fait l'Allemagne au début, par exemple, fermer les frontières.
actuellement, mais ils ne vont plus le faire, je crois, parce que là, c'est eu aussi une discussion en Allemagne qui était très très claire là-dessus, que c'est une très grande faute, c'est même Angela Merkel qui a dit ça. Mais juste pour dire qu'il y a quand même encore trop une logique nationale aussi dans le plan de relance du côté, et si ce n'est pas l'Allemagne et la France qui vont en avant et qui montrent que c'est possible et comment c'est possible, comment vous voulez qu'un pays comme la Pologne va vraiment aller dans cette direction? Merci. Merci beaucoup, M. Attroff. M. Makarov, le lien entre croissance et pacte vert, selon vous? Oui, bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravi d'être ici en tant qu'ancien jeune européen. Donc, je faisais également partie de cette maison du mouvement européen auparavant et c'est vraiment un plaisir d'être ici. Je crois que c'est assez clair et je ne peux qu'abonder de ce qui vient d'être dit, que le débat croissance-décroissance, c'est un peu un faux débat. En réalité, la transition écologique en Europe, c'est l'Organisation internationale du travail qui nous dit qu'elle peut créer 2 millions d'emplois d'ici à 2030, rien qu'avec nos objectifs climatiques actuels, qui sont de toute façon insuffisants si on veut respecter l'accord de Paris. On sait qu'on doit baisser nos émissions de gaz à effet de serre bien plus que ce qui est prévu actuellement, mais l'Organisation mondiale du travail dit rien qu'avec cela, on peut créer 2 millions d'emplois. Un autre enjeu, c'est comment conjuguer la transition écologique avec la justice sociale. On le voit typiquement, il y a 50 millions d'Européens, au moins 50 millions d'Européens qui sont dans une situation de précarité énergétique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en capacité de se chauffer dans leur logement sans payer des factures exponentielles ou vraiment très importantes, et donc ils ne sont pas en capacité de vraiment vivre décemment. Or, la transition écologique, c'est exactement la réponse à ce problème. Parce qu'avec la transition écologique, on va rénover les bâtiments, on va permettre à ces gens en fait, de vivre dans des conditions décentes et d'économiser énormément d'argent. Et le Green Deal européen, et vous l'avez très bien dit, c'est vraiment un changement de paradigme de ce point de vue-là, parce que pour la première fois en Europe, on a un programme de travail qui va s'attaquer à tous les secteurs pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et ça vient d'une ONG, hein, j'ose le dire. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour l'Europe et c'est une très bonne nouvelle pour le climat qu'on ait un programme de travail, voilà, secteur par secteur, où on va voir comment finalement baisser les émissions de gaz à effet de serre. Là-dessus, la Commission européenne, il y a quelques semaines, a proposé un plan pour relever notre ambition climatique à au moins 55% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Enfin, elle ouvre le débat sur l'ambition climatique européenne qui va être rehaussée. C'est pas suffisant parce que c'est le strict minimum si on veut respecter l'accord de Paris. On sait que pour limiter la hausse des températures terrestres à 1,5 degré, on doit plutôt aller sur moins 65% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Le Parlement européen d'ailleurs a pris position cette semaine dans la loi climat pour un objectif de 60%. D'ailleurs, il me semble, monsieur le député européen, que vous vous êtes abstenu lors de ce vote. Peut-être que vous pourrez revenir là-dessus juste après. Donc on a quand même le climat qui est au cœur des priorités politiques de la Commission européenne, des institutions européennes aujourd'hui, et c'est une excellente nouvelle. Maintenant, quand on met les mains dans le cambouis, c'est-à-dire quand on traduit cette ambition en action, là, on voit des vieux réflexes, des contradictions revenir, et la réelle politique des États membres revenir. C'est-à-dire que chaque État membre va vouloir défendre son industrie, l'industrie automobile, l'industrie du charbon, l'industrie nucléaire, et finalement va endommager cette idée de transition écologique européenne. Bien entendu, tous les États membres ne partent pas du même point de départ, mais toutes les contradictions qu'ils vont amener sur la table des négociations au Conseil font qu'au final, il est très difficile de trouver des accords sur le climat en Europe, même si il faut qu'on pousse dans ce sens-là. Et une des contradictions, un exemple, et après j'arrête de parler pour ce tour-là. Donc comme je l'ai dit, le Parlement européen a voté un nouvel objectif climatique de 60% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. C'est inédit, ça se rapproche vraiment de ce que la science nous demande de faire, donc c'est une excellente nouvelle, et là-dessus on peut remercier nos députés européens qui portent ce niveau d'ambition en Europe, parce que face aux États, on a besoin d'eux justement pour qu'ils puissent faire contrebalancer finalement le scepticisme des États sur cette question-là. Mais le même Parlement européen, 15 jours plus tôt, sur le vote sur ce qu'on appelle le fonds de transition juste, qui est en fait un fonds, pour vous expliquer, qui est censé aider les régions les plus charbonnières, c'est-à-dire les régions qui dépendent du charbon, à en sortir. Le même Parlement européen a décidé d'ouvrir la possibilité de financer du gaz avec ce fonds de transition juste. C'est-à-dire qu'en fait, on aiderait les Polonais à sortir du charbon, de la dépendance du charbon, mais on les rendrait dépendants ensuite
aux importations de gaz fossile de Russie, d'Azerbaïdjan, de Turquie. Donc on voit ici, on est clairement sur une contradiction qui est absolument fondamentale. Si on veut respecter l'accord de Paris, on ne peut plus financer les énergies fossiles en Europe. On doit aller vers des financements d'industries d'avenir, de transition énergétique. Et là-dessus, malheureusement, le Parlement, ça s'est joué à quelques voix près, ce vote. Et d'ailleurs, le groupe de M. Grudler a voté en faveur du gaz fossile dans ce vote sur le fonds de transition juste. Donc, encore peut-être une explication à avoir là-dessus. Mais sur la transition écologique, on a besoin de deux choses. Exigence et cohérence. Et donc, maintenant qu'on met les mains dans le cambouis, on va vraiment voir comment ça va se passer, si cette ambition va vraiment s'incarner dans l'action. Merci beaucoup, M. Makarov. Madame Prokofieva, vous qui avez un profil un peu plus orienté vers les océans et les plans d'eau, quelle est votre opinion sur le sujet? Merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait en effet extrêmement plaisir de revenir dans la famille du mouvement européen à cette occasion. Donc, je pense qu'on a déjà pas mal abordé la question de croissance et je suis tout à fait d'accord, c'est un peu un faux débat qu'on a tendance à avoir en France. Mais j'aimerais surtout dire qu'il s'agit de repenser un peu notre modèle de société, je pense, quand on parle de la croissance. Finalement, aujourd'hui, même si on arrivait à compléter la transition énergétique complètement, et si on avait 100% d'énergie renouvelable par magie, ça ne permettrait pas quand même de couvrir tous les besoins énergétiques qu'on a aujourd'hui. On a besoin d'aller vers de la sobriété énergétique. Et alors ça, on peut le faire soit en augmentant notre efficacité énergétique, ça c'est tout à fait possible, on a encore beaucoup de progrès à faire, et le Pacte Vert a notamment ce volet d'efficacité énergétique qui est présent. Mais ensuite, il s'agit peut-être de repenser un peu notre modèle de société et nos priorités. Est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre une voiture pour faire 200 mètres ou quelques centaines de mètres tandis qu'on peut aller à pied ou à vélo? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'importer des produits d'un autre bout du monde qui ont été produits n'importe comment, ou acheter un t-shirt à 5 € qui a été produit à l'autre bout du monde, souvent avec des violations de droits de l'homme en plus? On l'a vu aussi pendant le confinement et le début de cette pandémie où on dit que notre économie va très mal. Maintenant, c'est aussi parce que les gens ont basiquement acheté que ce dont ils avaient besoin et l'économie s'est écroulée presque instantanément. Ça en dit long quand même un peu sur nos priorités et sur la durabilité de notre modèle économique. Pour revenir un peu plus sur la partie de ta question qui porte plus sur le côté environnemental du Pacte Vert, je rejoins tout à fait ce que Neil a dit, que c'est vraiment très ambitieux le Pacte Vert. On salue cette ambition des institutions européennes qui est aussi due à la mobilisation des citoyens, il faut le dire. Franz Timmermans, le vice-président de la Commission européenne en charge justement du Pacte Vert, il a avoué que le Pacte Vert n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas plus d'un an de mobilisation citoyenne, notamment des jeunes, qu'on a vu, Fridays for Future notamment. Donc c'est aussi à nous de célébrer cette victoire, dire qu'on a réussi à mettre ce sujet à l'agenda, c'est merveilleux. Maintenant, on attend un peu de voir qu'est-ce qui va se passer concrètement. Vous savez, ici, vous vous intéressez tous aux questions européennes, vous savez très bien qu'entre le moment où la Commission européenne propose un texte et le moment où ce texte est voté et devient une réalité, il y a souvent un gros décalage. Et on l'a vu par le passé, on l'a vu dans beaucoup d'exemples. Bon, je vais donner un exemple, bien sûr, du sujet qui me tient au cœur, qui est la protection de l'océan. En 2008, on a voté une directive cadre, stratégie pour le milieu marin, qui est la protection la plus ambitieuse de l'océan qu'on a pu penser en Europe et dans le monde, en fait. Il n'y a nulle part ailleurs, ça existe. On s'est dit en 2008, on va se fixer un objectif. En 2020, toutes les mers européennes doivent avoir un bon statut écologique. À partir de là, on se dit, très bien, c'est une directive, c'est une loi, on va obéir. Sauf qu'aujourd'hui, on est en 2020, on n'a absolument pas atteint cet objectif, et non seulement on ne l'a pas atteint, il y a 11 États membres, dont d'ailleurs la France, qui ne sont même pas fixés cet objectif-là en transposant la directive. Ils ont dû mener un travail supplémentaire pour préciser les objectifs et pour faire un peu en état de lieu de l'état de leur mer aujourd'hui, et ils n'ont pas fait ce travail, tandis que c'était attendu en 2018. Donc ça fait, ils ont 2 ans de retard, et à ce moment-là, on peut parler de l'ambition environnementale, mais si on continue à voter les lois qui ensuite ne servent à rien, ça va rester que sur du papier.
Donc, pour résumer, le pacte vert, c'est extrêmement ambitieux et c'est une bonne nouvelle, mais seulement à condition de sa bonne mise en œuvre. Merci Madame Prokofieva, merci à vous toutes et tous. On va ouvrir le débat dans un instant. Alors je vais poser une question qui est assez latente dans cette période si particulière. Il y a notamment quelques pays en Europe qui, dès le début de la pandémie de Covid-19, ont remis en cause la priorité affichée du climat dans la Commission 2019-2024 au profit d'une action peut-être plus court-termiste de lutte contre les effets délétères de la pandémie. Donc ma première question, qui s'adresse à vous quatre, est la suivante. Est-ce que vous pensez au final que la pandémie de la Covid-19 a remis en cause l'importance que l'Union européenne tient au climat via le pacte vert européen? Monsieur Grübler. Alors clairement, le Covid-19 a un impact direct sur la prise de conscience des Européens. Il y a un certain nombre de thématiques qui ne pouvaient pas aussi bien avancer avant, qui maintenant ont du sens. Notamment les questions liées à l'autonomie stratégique européenne. On ne pouvait pas en parler aussi facilement avant. Donc on parle de relocaliser les productions, parce qu'effectivement, quand 80% des principes actifs de médicaments sont fabriqués en Chine, et puis qu'après, subitement, on se retourne et on s'aperçoit qu'on n'a plus de stock en Europe, et qu'on ne peut pas en avoir. Donc là, il y a une prise de conscience de ce qu'on appelle maintenant l'autonomie stratégique. Alors c'est un combat, l'autonomie stratégique, parce que tout le monde n'est pas encore convaincu dans l'Union européenne, notamment les plus libéraux, on va dire, des députés européens, qui considèrent que l'autonomie stratégique, c'est une atteinte au libre marché, qu'il faut au contraire tout laisser aux quatre vents, etc. Bon, c'est pas ma conviction, moi je crois beaucoup à l'autonomie stratégique. Et donc cette crise a permis de se rendre compte de ça, qu'il fallait faire revenir des choses ici, parce que c'est au niveau sanitaire, au niveau énergétique. Il fallait aussi pas tout le temps dépendre du reste de la planète. Déjà que c'était pas forcément bon pour la planète, de faire 40 000 km en bateau ou en avion. Et puis qu'ensuite c'était même dangereux pour notre avenir. Donc il y a vraiment eu cette prise de conscience qui a été faite. Et puis également, j'allais dire, pour répondre à mon voisin, on s'est aussi rendu compte que on va dire l'environnement, c'est pas l'alpha et l'oméga des politiques publiques. L'autonomie stratégique, des fois, est incompatible avec les règles environnementales. Je prends un exemple. J'entends les mêmes dire là, le plan de relance, il est 100% environnemental, c'est génial, etc. Et les mêmes me disent c'est génial, 100% la relocalisation. Et quand vous faites relocaliser de la production de médicaments dans l'Union européenne, avec les modes de production d'aujourd'hui, vous faites revenir de la pollution. C'est quoi les médicaments? C'est de la chimie, c'est de l'industrie, c'est du dégagement de CO2, mais on en a besoin. Donc évidemment, il y a des programmes de chimie durable qui vont être mis en place pour les prochaines années, mais pour l'instant, on doit reproduire à ces conditions-là, et il faut admettre que par rapport aux différents objectifs, il y a clairement le Green Deal, objectif environnemental majeur, et à côté, il y a aussi, au nom de l'autonomie stratégique, des choix peut-être un peu décalés qui doivent être faits. Vous m'autorisez de répondre 30 secondes, parce que mes voisins, il y avait deux choses intéressantes qu'ils ont dit tout à l'heure. Jens, tout à l'heure, a parlé du problème des plans hydrogène nationaux. Plan hydrogène français, 7 milliards d'euros, plan hydrogène allemand, 8 milliards d'euros. Mais ces deux plans sont dans le cadre de l'Alliance européenne de l'hydrogène et sont dans le cadre de la stratégie hydrogène de l'Union européenne. Autrement dit, la France ne va pas faire ça tout seul, elle va le faire avec au moins 3 autres pays. L'Allemagne ne va pas faire ça tout seul, elle va le faire au moins avec 3 autres pays. C'est la condition pour avoir des financements complémentaires de l'Union européenne. Et ils vont tous chercher des subventions à Bruxelles ou à Strasbourg. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Donc, ça ne va pas être chacun dans son coin, heureusement, parce qu'il faut effectivement une cohérence globale. Après, au niveau de l'intergouvernemental, peut-être que des fois, effectivement, ça peut être un peu plus proche. Là, je suis d'accord avec vous, mais ça sera bien dans un cadre européen, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, rapidement, sur la loi climat, j'ai voté la loi climat, parce que j'étais interpellé, mais je me suis abstenu, effectivement, sur un amendement. Je n'ai pas voté contre, parce que je n'ai pas voulu le bloquer, mais je me suis abstenu. C'était effectivement la question des 60% en 2030. 60% de réduction. Pourquoi ? Moi, je crois à fond aux 100% en 2050. Donc, il faut tout faire pour pas venir en 2050. Mais ce que j'aime pas trop, c'est quand on change les règles du jeu au milieu. Il y a encore un an, on disait
aux industriels notamment, qu'on allait faire 45 à 50% en 2030. Et subitement, on vient dire, maintenant c'est 60. Il faut bien voir quand même que le temps industriel, il est long. Et on peut demander aux entreprises de faire des efforts. Et elles font des efforts. Prenez l'exemple de l'avion vert, l'avion hydrogène qu'Airbus est en train de développer. Ça ne sera pas prêt avant 2035. Les premiers prototypes, ce sera 2028. Mais d'ici là, eh ben, il y aura des dégagements de CO2 par le transport aérien. Il n'y aura pas le choix, parce qu'entre-temps, voilà, même s'il y a des améliorations fortes qui sont faites, on ne pourra pas faire autrement. Donc, en fait, ce qui me semble difficile, c'est de demander à des entreprises qui planifient leur production sur 10 ou 15 ans, subitement de changer les règles du jeu. Et en plus, il y avait la 60, c'est encore quelque chose de modéré, parce que c'était une course à l'échalote, parce que là, on est sur le politiquement correct et l'affichage démagogique. Donc, alors, moi c'est 60, moi c'est 65, oh, ils sont nuls, ils veulent que 65, moi je veux 70, parce que moi je suis plus vert que toi. Alors bientôt, on va être à 150% en 2030, et ça va faire bien dans l'affichage public. Donc il y a un moment, je pense que... Voilà, je ne suis pas centriste pour rien, hein. Je crois à fond dans l'environnement, mais je crois aussi qu'il faut trouver des phases de transition sur l'économie. Et pour terminer, le fonds de transition juste, alors vous m'amusez beaucoup, parce que vous et votre groupe, ça, quelque chose qui est très fort au Parlement européen et qui peut être utile pour la suite de nos débats. Au Parlement européen, c'est la liberté individuelle des députés. C'est pas l'Assemblée nationale où chaque député a le doigt sur la couture du pantalon, le groupe a dit c'est ça, tout le monde vote ça, si tu votes pas, t'es un méchant, etc. Quels que soient les partis politiques d'ailleurs. Au Parlement européen, il y a la liberté individuelle de vote. Et chacun, en son âme et conscience, peut voter un texte ou ne pas le voter. Personnellement, je me suis abstenu sur le fonds de transition juste. Vous avez un peu tapé à côté. Je me suis abstenu. Parce que moi, j'appelle ça le fonds de transition pas juste. Vous devez reprendre le slogan pour le thème que vous évoquiez sur le gaz. Parce que, en fait, le fonds de transition juste, c'est pour permettre à des pays de sortir d'énergie polluante. Donc, la Pologne avec son charbon, l'Estonie avec ses schistes bitumineux, qui sont la production la plus sale qui puisse exister dans l'Union européenne. C'est 80% de l'énergie produite en Estonie vient de schistes bitumineux. Donc c'est une urgence majeure de les en sortir. Au nom du dogme, ce fonds de transition juste a totalement écarté le nucléaire, par exemple, le nucléaire qui ne dégage aucun CO2, mais c'est au nom du dogme, parce qu'au niveau d'une certaine forme d'écologie, on va dire, il faut absolument blackbouler le nucléaire, c'est pas bon, mais il est clair que pour les objectifs de décarbonation en 2050, s'il n'y a pas de nucléaire, il n'y aura pas d'objectif atteint en 2050. Donc il a besoin d'une certaine mesure, il ne s'agit pas d'alpha et d'oméga non plus, donc on a besoin d'un quota de nucléaire pour arriver aux objectifs décarbonés de 2050. Et la Commission européenne l'a mis dans son scénario de 2050, puisqu'elle prévoit encore 80 gigawatts de production, 80 gigawatts pardon, de production d'origine nucléaire dans le cadre du mix global de 2050. Voilà, donc c'était juste la précision que je vais apporter. Et effectivement, dans ce fonds de transition juste, il y a effectivement des subventions gazières qui sont prévues, qui peuvent effectivement être choquantes. Je vous donne quand même l'argument de mes collègues, parce qu'on a un peu parlé de ça avec eux. C'est que dans le tube de gaz, vous pouvez demain, à la place d'avoir du gaz naturel qui pollue, vous pouvez mettre du biométhane, vous pouvez mettre de l'hydrogène jusqu'à 30% aujourd'hui. Donc il y a quand même un travail qui peut être fait sur ces tubes de gaz naturel qui peuvent aussi transporter autre chose. Et effectivement, le gaz, c'est 2 fois moins de carbone que le charbon. Mais bon, effectivement, c'est toujours du dégagement de charbon, de gaz carbonique. Merci, Monsieur Baudelaire. Monsieur Althoff, quelle est votre opinion sur la crise de la Covid et la préséance du Pacte vert pour l'Europe? Oui, peut-être, oui, quelques points là-dessus. Je crois que c'est clair qu'en ce moment, et c'est très normal, tout le monde en Europe, comme dans le monde entier, est préoccupé tout d'abord par la pandémie. Et qu'il faut vraiment espérer trouver assez vite un vaccin qui est aussi vraiment un vaccin avec un accès pour tout le monde. Et deuxièmement, c'est aussi clair en ce moment qu'il faut vraiment aider l'économie, je veux dire, avec tous les éléments, en ce moment aussi avec les restaurants et bars qui vont fermer, comme c'est déjà le cas à Paris, tout ça, ça c'est aussi pour moi très très clair. Et là, vraiment, c'est la première urgence. Mais troisièmement, là, moment, c'est vraiment un moment clé. Parce que est-ce que maintenant on prend l'argent des fonds de relance, tout d'abord
pour avancer la transition écologique. Et pardon de le dire, mais la question de 60% c'est pas quelque chose qu'on négocie comme ça sur le marché parce qu'un propose plus que l'autre. Ça, c'est une question de la science et ce qui est nécessaire pour freiner encore le réchauffement climatique, parce que sinon, ça va avoir des conséquences drastiques et dramatiques. Donc, ça vient de là. Et la science a demandé ça depuis assez longtemps. Donc, c'est seulement que la politique est en arrière et s'approche justement de la science. Donc, c'est ça ce qui est en train de se passer. Et de toute façon, je trouve ça intéressant parce que vous avez souvent, dans l'histoire de l'économie, s'il y avait vraiment très clairement une tendance où les gens sont en train d'aller, il y avait quelques dinosaures qui ont essayé de freiner le développement et ce sont eux qui ont perdu. Très simplement, je peux vous dire, les 4 grandes entreprises d'énergie en Allemagne, ils sont beaucoup perdus parce qu'ils se sont que battus pour le nucléaire. Et les autres, ils sont investis dans les énergies renouvelables, et les autres font beaucoup d'argent, et eux, ils sont en grande difficulté. Qu'une seule, qui appartient à l'État de Baden-Württemberg, où il y a les Verts qui gouvernent, qui fait aussi de bons chiffres, parce qu'il y a une seule entreprise qui s'est mise dans les énergies renouvelables. Donc, c'est aussi, moi je suis souvent étonné que des forces politiques qui sont pour le marché, qui disent qu'il faut quand même voir, donner aussi une chance aux logiques du marché et tout ça, qui ne laissent pas faire, ou qui ne donnent pas aussi ça, parce que ça pour moi c'est fascinant, je dois vous dire, en France, le débat autour du nucléaire, parce que là je ne rentre pas sur la question des risques, des héritages lourds, tout ce qu'il y a comme déchets qui va régler pour des millions d'années. Et je peux vous dire, vous savez, en Allemagne, il y a une commission qui cherche un lieu pour les déchets. Et j'ai parlé avec des gens qui sont dans cette commission et disent, vous savez, comment c'est si on doit décider quoi faire avec des choses qui est pour une durée de millions d'années, des générations, et nous on décide ça aujourd'hui, juste pour vous donner. Donc c'est pas une énergie verte ou propre ou quelque chose, ça c'est vraiment pas, ça c'est très clairement, là, il y a des faits qui sont là, et ça coûte beaucoup d'argent. Mais ce qui pour moi, c'est étonnant, je peux vous dire, vraiment étonnant. Il y a beaucoup d'autres pays qui vraiment se lancent dans les énergies renouvelables, et la France se lance dans le nucléaire, et la France donne l'argent, parce que vous avez aussi là l'argent seulement une fois. Ou vous mettez maintenant le Cour des comptes qui dit, et ça c'est pas le plus haut, qui dit qu'il faut 100 milliards pour prolonger le parc nucléaire. Si vous en prenez ces 100 milliards, vous n'avez pas les 100 milliards pour. C'est un choix politique, la France peut faire ce choix, toute la possibilité. Mais c'est un choix qui dit on n'est pas dans les énergies renouvelables, on laisse faire les autres. Et ce qui se passe déjà, c'est très fascinant. Parce que si vous regardez dans le monde entier, il y a un rapport qui montre ça, il n'y a pas un seul investisseur privé qui se met dans le nucléaire. Pas un seul, si ce n'est pas un État qui donne des garanties. EDF s'est mis seul en Grande-Bretagne parce que l'État a garanti un prix fixe, qui va être pas le prix de marché d'ailleurs. Donc c'est très fascinant. Donc, en dehors de la logique du marché, en dehors de tous les développements en Europe, et c'est très bien possible, il y a beaucoup de scénarios qui montrent que c'est très bien possible d'avoir une production d'énergie suffisante pour 2050 sans le nucléaire. Aucun problème de ça, mais il faut y aller. Il faut y aller. Si on ne le fait pas, mais moi je suis très étonné parce que moi j'ai l'impression que la France va rester avec le nucléaire qui va être très cher et les autres vont avoir des énergies renouvelables et produire avec ça avec des prix beaucoup plus bas et ça va être les contribuables français qui payent déjà, si vous voyez les opérations d'Areva, tout ça, si vous voyez la situation de GDF aujourd'hui, donc si vous voyez ça, c'est le contribuable français qui va payer ça finalement. Le contribuable allemand ne paye plus rien pour le nucléaire parce que le démantèlement des centrales nucléaires, il y a un fonds qui est créé et qui est suffisant des entreprises. Donc, le contribuable allemand, il ne paye plus rien pour le nucléaire s'il n'y a pas, entre-temps, encore jusqu'à la sortie, un accident. Ouais. Et d'ailleurs, pour vous dire, merci beaucoup, vraiment ici dans la région Grand Est, c'était tellement important. Moi, je viens du Baden-Württemberg, la région frontalière du Grand Est. C'était pour eux tellement préoccupant d'avoir des centrales nucléaires comme Fessenheim, avec tous les problèmes si vieux à côté. Pour les gens, un vrai problème. Je sais, il y a des différences entre la France et l'Allemagne, je dis seulement. Il y a aussi une frontière, il y a aussi Bure, qui est prévu pour les déchets nucléaires, qui est à quelques centaines de kilomètres de la frontière, Cattenom. Donc, c'est une vraie question, une vraie clivage entre la France et l'Allemagne, cette question. Et moi, je me demande pourquoi avoir, et c'est clair qu'on ne peut pas sortir du nucléaire du jour à lendemain en France. Ça, c'est très, très clair. Et je veux dire, tous les sorties nucléaires de l'Allemagne, c'est 23% de ce qu'il y a à la France. Hein. Donc la France est à 70%.
Donc si la France réduit seulement à 50%, c'est tout le sortie nucléaire de l'Allemagne. Donc c'est un grand défi. Je ne dis pas ça. Mais pourquoi, à la base, pourquoi maintenant faire le combat entre le nucléaire et il faut le nucléaire ou pas? Pourquoi pas avoir une vision commune qui va vers les énergies renouvelables? Il dit, on va aller là, on va soutenir la révolution des batteries, du stockage de l'énergie. Ce qui est déjà en train d'exploser, le développement dans cette direction-là. On va ensemble dans une telle direction et on essaie vraiment d'arriver à ces objectifs. Et là, vous pouvez avoir toute l'Europe avec vous. Même en Pologne, il y a beaucoup des initiatives et des gens. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant parce qu'on dit souvent qu'il y a l'antinucléaire en Allemagne et pas en France. En France, il y avait des antinucléaires. Moi, je suis très impressionnant. Je ne savais pas ça avant, mais si vous allez en Bretagne, il n'y a pas de nucléaire en Bretagne. Parce qu'il y avait le mouvement du Plogoff, un petit village de pêcheurs qui a évité la construction de centrales là-bas. Et après, il n'y avait pas de construction de centrales en Bretagne. Donc, il y avait des mouvements très forts antinucléaires en France, d'ailleurs aussi, avec des résultats aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une chose allemande contre la France. Bon, je crois que vous avez anticipé la question sur le nucléaire, parce que c'est quelque chose qui va bien évidemment revenir dans nos débats. Merci Monsieur Atouf pour cette réponse. Monsieur Makarov, pour revenir vraiment à la crise de la Covid et à l'environnement et les politiques environnementales en Europe, quelle est votre opinion? Oui, bien sûr, il y a eu une tentation lors de la crise de la Covid-19 pour beaucoup d'États, mais aussi d'entreprises. Par exemple, vous avez l'Association française des entreprises privées qui a envoyé une lettre à la Commission européenne au début de la crise pour dire arrêtez tout le Green Deal, on est en pleine crise, on ne peut plus se permettre d'aller dans le vert. Heureusement, la Commission européenne n'a pas écouté cette association des françaises des entreprises privées, mais c'est pour vous montrer qu'il y a eu cette tentation à un moment donné de dire la crise finalement est plus importante, on doit gérer la crise et non pas gérer finalement la crise climatique, on la garde pour plus tard. Sauf que si on fait ça, on fait les mêmes erreurs que ce qu'on a fait en 2008. Qu'est-ce qu'on a fait en 2008? On a investi massivement dans des secteurs polluants, on a relancé l'économie à l'ancienne, et finalement, il s'en est suivi de hausse des émissions de gaz à effet de serre en Europe. Sauf que si on fait ça maintenant, on n'a pas 10 ans de hausse, on ne peut pas se permettre 10 ans de hausse des émissions de gaz à effet de serre en Europe. Pourquoi? Parce qu'en 2030, on doit avoir complètement inversé la tendance globale des émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'elles doivent chuter drastiquement en 2030 partout dans le monde. Donc si l'Europe n'est pas capable de montrer la voie sur ce combat-là, alors le combat est perdu. On ne peut pas s'enfermer dans une trajectoire de hausse des températures de 4-5 degrés, parce qu'on voit déjà les impacts du dérèglement climatique aujourd'hui qui sont catastrophiques pour nos territoires, pas seulement dans les pays du Sud, mais aussi en France, aussi en Europe. Et si on va sur une trajectoire de 3-4 degrés, alors là, c'est vraiment catastrophique et notre confort de vie va être largement endommagé. Donc on ne peut pas se permettre les mêmes erreurs que 2008, ça c'est clair. Et ça, je crois que ça a été quand même compris quelque part par les décideurs politiques. La Commission européenne a réaffirmé le rôle du Green Deal dans la relance, pour guider aussi les investissements de la relance. Et même des pays qui se trouvent être extrêmement conservateurs sur la question du climat, pour n'en citer qu'un, la Pologne, a quand même changé de discours récemment. Honnêtement, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Vous avez en Pologne un gouvernement qui est quand même ultra conservateur. C'est pas la droite conservatrice du PPE européen, c'est vraiment un gouvernement qui est très conservateur, voire eurosceptique. Enfin, bon. Et ce gouvernement-là, qui était quand même très fier de ses centrales à charbon, est en train de dire, en voyant des investisseurs danois, allemands dans l'éolien offshore frapper à la porte, ils sont en train de dire, ah bah finalement, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans, dans la transition énergétique, et peut-être qu'on devrait accueillir ces investisseurs danois, allemands pour développer des énormes parcs d'éolien offshore en Baltique. Et là-dessus, c'est très intéressant parce qu'on a un vrai revirement de la Pologne sur le sujet, qui était vraiment anti-éolien jusqu'à présent, et qui maintenant ouvre plutôt les bras à cette énergie pour également sortir du charbon. Et d'ailleurs, il parle de la sortie du charbon. Pour la première fois, il parle de la sortie du charbon. C'est vraiment un charbon. Alors, bien sûr, on n'est pas d'accord sur la date. Eux, ils voient la sortie du charbon en 2049, voire plus loin. Donc là-dessus, bien sûr que c'est pas suffisant. Mais ils en parlent. Et donc ça, déjà, c'est un changement dans le narratif du gouvernement polonais, qui est pourtant un gouvernement, encore une fois, ultra conservateur, qui est très intéressant. Et dernier point, en fait, il ne faut pas croire que l'Europe est le seul continent à bouger. La Chine, il y a une semaine, a annoncé qu'elle voulait viser la neutralité climatique en 2060. À l'échelle de la Chine, c'est un engagement
énorme. 1,3 milliard d'habitants, un pays continent monstrueux qui part de bien plus loin que nous en termes de développement, va être neutre en gaz à effet de serre en 2060, c'est-à-dire seulement 10 ans après nous, a priori sur le papier. C'est un engagement qui est vraiment très important, il faudra suivre, on ne sait pas comment ça va être fait, etc., bien entendu, mais c'est un engagement qui est très important, et ça montre que la Chine a aussi pris pris en compte le fait que la transition écologique était une source d'innovation, d'industrie, de revenus, de nouvelles activités. Et juste un chiffre qui est pour moi extrêmement intéressant, c'est qu'en Chine, parce qu'ils ont des normes de CO2 très strictes sur les véhicules particuliers, sur les voitures, et les constructeurs automobiles européens, nos constructeurs automobiles, Peugeot, Volkswagen, etc., investissent 6 fois plus dans le véhicule électrique en Chine qu'en Europe. Pourquoi? Parce que la Chine a des normes très strictes. Donc si l'Europe veut rester à la pointe de la technologie sur la transition écologique, il faut qu'elle mette des standards et des normes très strictes pour la transition écologique, notamment dans l'automobile. Autrement, les constructeurs automobiles européens ils vont développer le véhicule électrique en Chine et pas en Europe. Merci M. Makarov pour la réponse. Madame Prokofieva, Covid-19 et Green Deal européen, qu'est-ce que ça donne? Merci. Il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites, donc je partage tout à fait le constat de Jens et de Neil. Je voulais juste dire que nous, on a constaté, ou alors on a voulu constater un peu dans notre idéalisme, une certaine prise de conscience aussi du Covid-19. Alors ça fait des années qu'en vrai, les scientifiques ont prédit que les pandémies comme ça va s'accélérer et il va en avoir de plus en plus. On les a jamais écoutés. Moi, pour tout vous dire, je ne savais pas du tout avant le début de cette crise. Et puis, avec le début de la pandémie, on a vu paraître tous ces articles qui ressortaient finalement, qui étaient publiés il y a 10-15 ans, qui disaient attention à la destruction des habitats, la destruction de la biodiversité, tout ce que l'humanité est en train de faire à la planète, ça va provoquer plus de crises, ça va provoquer plus de virus, parce que tous ces virus, ils existent déjà dans le monde animal. Mais nous, du fait de la déforestation notamment, on rapproche le monde animal de nous, donc des animaux. Normalement, il y avait toujours cette barrière que les virus n'arrivaient pas à franchir. Donc aujourd'hui, on ouvre finalement nous-mêmes la porte à plus de virus. On sait aussi qu'avec la fonte de permafrost, on va en avoir aussi quelques-uns, qui sont des virus très anciens et qui ont été congelés depuis auxquels on ne sait pas forcément répondre. Donc j'espère j'ai pu le voir chez certains, une prise de conscience. On a compris qu'on ne pouvait pas vraiment juste continuer comme avant et tuer la planète parce que ça allait nous tuer avant probablement. Donc c'est aussi une question de survie finalement de l'humanité à un moment. Donc j'espère que ça va poursuivre. Ensuite, finalement, il y a eu des pour et des contre, et en effet il y a eu le plan de relance européen qui est quand même vraie ambition verte, et ça c'est un point positif. Après, du point de vue de la protection de l'océan, parce qu'encore une fois je reviens à ce qui m'est le plus cher, ça a été un peu compliqué parce que l'année 2020 était censée être un peu la super année pour l'océan, avec plein de négociations au niveau international qui étaient censées avancer au niveau 2020, et on était assez sûr d'avoir enfin un compromis, sauf que ces négociations-là, ils ne peuvent pas avancer quand on s'appelle sur Zoom. Donc on a dû tout arrêter, tout mettre en stand-by, sauf que pour la protection de l'océan, encore plus que pour les autres aspects de protection de l'environnement, il est obligatoire d'avoir un consensus vraiment international, et une gouvernance internationale est vraiment primordiale, parce que ce qu'on fait au niveau européen, c'est extrêmement important, mais ça ne va pas être suffisant. Finalement, l'océan, c'est tout lié. Donc voilà, pour nous, l'année 2020 était pleine de frustration et de déception, et on espère vraiment que ces négociations-là vont pouvoir se reprendre pour qu'on puisse enfin remettre l'océan aussi à l'agenda climatique. Pourquoi je reviens sur l'océan aussi, juste une petite parenthèse, ça peut vous paraître un peu... on n'entend pas beaucoup parler de l'océan dans toutes les négociations, même climatiques. C'était très compliqué pour nous, par exemple, lors de la négociation de l'accord de Paris, COP21, il y a 5 ans, de rien que mettre l'océan dans le traité, c'était un vrai combat, c'était pas évident. Mais pourtant, l'océan, il joue vraiment un rôle très très important dans la lutte contre le changement climatique. L'océan, depuis les années 70, a absorbé 93% d'excès de chaleur
produite par l'humanité. Donc imaginez si on n'avait pas l'océan, si on n'avait pas ce rôle de régulateur de climat, notre climat il aurait déjà été beaucoup plus chaud. On aurait eu un vrai problème, enfin encore plus flagrant que ce qu'on a aujourd'hui. Donc préserver le climat et maintenir le climat, maintenir l'océan en bonne santé, c'est vraiment primordial si on veut réussir dans cette lutte contre le changement climatique. Et c'est aussi pour ça que je reviens tout le temps là-dessus. C'est aussi pour ça qu'on essaye de rendre ce pacte vert, pour rendre ce pacte vert finalement un peu plus bleu. Peut-être juste une petite remarque, parce que c'était pas encore dit, il me semble que là on parle quand même de 30% de plan d'urgence au niveau européen qu'au niveau français, qui va mettre dans la transformation écologique. Donc ça il faut quand même dire, c'est parce que vous avez aussi parlé pas 100%, mais là on a 30%. Et ça c'est vraiment la question, si ça c'est assez juste parce que pour trancher. Merci Madame Provofieva pour cet éclairage. Alors c'est vrai que qui dit Covid-19 a dit également, comme vous l'avez signalé Monsieur Althoff, plan Next Generation EU, donc le plan de relance suite à toutes les conséquences économiques que la Covid-19 a pu provoquer en Europe. Donc ce sera aussi un sujet de discussion avec vous, le public, puisque nous aurons un échange avec vous après. Ma prochaine question s'adresse à Monsieur Grüttler et notamment au travail institutionnel au sein du Parlement. Quelle est au final la différence de perception entre votre commission, donc Industrie, Recherche et Énergie, et la commission Environnement du Parlement européen sur le sujet du pacte vert, et notamment sur le rôle que la croissance économique doit jouer dans ce pacte vert et dans les décennies prochaines? Alors, on part de loin entre ces deux objectifs, parce qu'en fait, il y a 20 ans, au Parlement européen, il y avait la commission, je vais faire de la caricature, mais c'est exprès, vous aviez ma commission, qui est la commission ITRE, donc Industrie, Recherche, Énergie. C'était la commission des patrons, des mecs de droite, des libéraux, des économistes, qui juraient que par l'économie pour tout. Puis vous aviez en face à elle la commission Environnement. Alors c'était les bobos écolos, un peu babacool, un peu rêveurs, peace on love, etc. Et les deux se tapaient dessus à longueur de temps. Et heureusement, on en est sorti depuis quelques temps. Alors, tout n'est pas réglé, évidemment, puisque, comme toujours, quand vous devez trouver le bon endroit pour mettre la jauge, pour certains c'est un peu plus par là, pour d'autres c'est un peu plus par là. Mais il y a ce travail de qualité qui se fait, qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'affrontement systématique entre la commission environnement et la commission industrie. Alors qu'avant, c'était des adversaires. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas de dire tiens, on va tuer la sidérurgie européenne, on va tuer la cimenterie, ça pollue, c'est dégueulasse. Nous, la commission environnement, on n'en veut plus. C'est pas ça qui est dit. Ce que dit la commission industrie et la commission environnement par ailleurs, c'est on a un objectif de neutralité climatique en 2050. Comment, en 2050, dans l'Union européenne, on continue à produire de l'acier sans dégager de CO2? Comment on fait du ciment sans dégager de CO2? Donc voilà l'objectif qui est recherché. Il y a de vraies pistes là-dessus. C'est pas une idée en l'air. On peut faire de l'acier à partir de l'hydrogène, par exemple. C'est tout à fait possible. Donc on a des techniques qui sont possibles, qui coûtent cher pour l'instant. Donc comment rendre ça économiquement supportable pour ne pas surenchérir le prix en les gommes de l'acier? Il y a quelque chose de simple, qui est le mécanisme d'inclusion carbone aux frontières. C'est-à-dire que quand vous faites venir des balles d'acier pré-mâché qui consomment beaucoup de carbone à l'autre bout du monde, quand ils arrivent à l'entrée du marché unique européen, taxe, puisqu'il y a eu des dégagements de CO2. Comme ça, les gens de l'Union européenne qui auront produit de l'acier, qui auront payé beaucoup plus cher pour le produire, pour qu'il n'y ait pas de dégagement carboné, il y aura une égalité de traitement entre les deux. Et donc on travaille vraiment dans Pascal Canfin est le président de la commission environnement, il est aussi de mon groupe. De temps en temps, on a des explications de texte, c'est normal, je veux dire, c'est comme dans un couple, c'est comme dans la vie, dans votre famille, des fois vous avez des explications avec les uns et les autres. L'essentiel, c'est de retenir l'intérêt commun. Et puis, quand c'est comme ça, il faut se dire les choses, parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas dire, parce qu'à ce moment-là, on fait de l'eau tiède, puis il n'y a plus d'ambition, il n'y a plus de choix politique, il n'y a plus rien. Donc moi, je préfère m'enguirlander avec le voisin sur un truc ou deux, puis après, il va se rendre compte que là-dessus, je suis peut-être pas forcément ce qu'il tort, puis moi, je me rends compte que là-dessus, il n'a pas forcément ce qu'il tort non plus, puis on va trouver la voie commune qui va permettre d'avancer. Si vous me permettez 30 secondes, je vais juste répondre
à l'autre voisin tout à l'heure qui parlait de l'Allemagne et de la France. Alors, déjà, moi j'aime bien dire toujours, on est européens. On oublie nos pays respectifs, parce que c'est ça le plus important, c'est d'être européen, puis le mouvement européen en est le symbole. Mais alors, si vous me permettez, vous citez l'exemple de l'Allemagne, en termes d'hypocrisie sur le mix énergétique, il n'y a pas mieux que l'Allemagne quand même, excusez-moi. Alors on sort du nucléaire, mais on va demander à la France, quand on est à la limite du blackout, parce qu'on n'a pas assez de réseau, on n'a pas assez de production, on va demander à la France d'amener de l'énergie nucléaire pour que les Allemands continuent à avoir de l'électricité et qu'il n'y ait pas de blackout. Ah, on affiche l'énergie renouvelable, hein. Ouais, c'est génial. Au mois de mai de cette année, mai 2020, l'Allemagne ouvre une centrale à charbon. Il n'y a pas plus polluant dans l'Union européenne. Mais c'est quand même fait, et puis c'est assumé. Donc voilà, je pense que... Bon. Après, quand les choses sont faites, je trouve très bien les champs d'éolien, voilà un petit peu... les champs d'éolien dans la mer Baltique, c'est très bien, il y a une belle production, il faut juste que ce soit mieux interconnecté pour que toute l'Europe puisse en bénéficier. Parce qu'aujourd'hui, je crois que l'Allemagne paye des millions d'indemnités à ces fermiers d'éolien, parce qu'on parlait tout à l'heure des privés, donc quelqu'un monte une ferme éolienne aujourd'hui en Allemagne, il va peut-être toucher plus d'indemnités du gouvernement allemand que ce qu'il va avoir injecté dans le réseau électrique, parce qu'ils n'ont pas la capacité de l'injecter dans le réseau électrique. Donc voilà, il y a un travail à faire. Donc je ne suis pas en train de dire que tout est mal en Allemagne, je ne me permettrai pas, mais voilà, l'exemple d'un centrale à charbon, c'est quand même un bel exemple de faire ce qu'il ne faut pas faire. Monsieur Atouf, merci Monsieur Grubler pour votre réponse. Monsieur Atouf, justement, c'était la question que je voulais vous poser personnellement par rapport aux perspectives de ce débat énergétique et nucléaire entre la France et l'Allemagne, parce que vous avez si bien parlé de la différence actuelle de la perception de l'atome entre nos deux pays. Quelles sont selon vous les perspectives d'évolution? Est-ce que vous pensez qu'un jour il y aura une convergence des idées entre la France et l'Allemagne sur le sujet? Absolument, je le crois, parce que pour moi, comme j'avais dit un peu avant, ce qui est très très fascinant, on pourrait avoir longtemps un débat idéologique ou même technique ou tout, mais de le dire là, et je suis désolé de le dire, mais ça va être réglé par le marché, parce que c'est tellement trop cher, et aussi autant de temps et des coûts, et vous voyez déjà Flamanville, tout en France le montre, donc je crois que ça va être réglé par le marché cette question. J'espère seulement que les coûts ne vont pas être trop hauts pour la France, parce que la France va être trop en retard. Et d'ailleurs, juste pour dire quelques mythes, la première moitié de cette année 2020, il y avait 55% de la production d'électricité qui venait des énergies renouvelables en Allemagne, ce qui est un record, un nouveau record. Il y a 20% qui vient du charbon. Ça, c'est le chiffre actuel là, aujourd'hui. Il y a 11% qui vient du nucléaire. Donc cette idée que l'Allemagne est revenue au charbon, même si je vous donne, d'ailleurs, je suis absolument d'accord avec vous sur le fait qu'il y a des forces politiques très fortes en Allemagne, d'accord, qui sont avec vous dans le groupe, le FDP, les libéraux, qui sont les plus grands défendeurs du charbon en Allemagne. Et c'est à cause d'eux, surtout, qui gouvernent en Nordrhein-Westfalen et d'autres pays, qu'il y a l'ouverture des centrales de charbon. Donc si vous avez un problème avec ça, il faut vraiment s'adresser à eux, parce que c'est eux. Et d'ailleurs, il y a un très fort mouvement des jeunes. C'est très important, le mouvement des jeunes anti-charbon en Allemagne, et qui ont agi de forcer un gouvernement qui était pro-charbon, conservateur et les sociodémocrates, maintenant, de acter une sortie du charbon. Ce qui est trop tard, disent souvent, c'est aussi... mais quand même, c'est acté heureusement. Mais le charbon était très très important en Allemagne, surtout aussi après la réunification. Là, on a justement 30 ans de la réunification, parce qu'il y avait beaucoup de limites dans l'Allemagne de l'Est aussi. Il y avait aussi du charbon dans Nordrhein-Westfalen. Juste pour dire ça. Mais pour votre question de la vision, moi je crois que c'est justement quelque chose que je trouve qu'il ne faut pas... Pourquoi pas se mettre vraiment dans de nouvelles technologies, de nouvelles choses qui sont là? C'est ça que pour moi. Parce que je veux dire, les énergies renouvelables, il y a aussi des problèmes. Hein. C'est toujours, si vous installez des choses quelque part, il y a aussi toujours des problèmes. Il ne faut pas dire ça, ça c'est sûr. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'héritage lourd, il n'y a pas de déchets, les coûts sont beaucoup plus bas. Vous pouvez même le faire de façon que les gens peuvent profiter, c'est important pour l'acceptation. Ce n'est pas une grande entreprise de Paris qui va installer ça quelque part, ici par exemple, sans que les gens d'ici participent et peuvent directement profiter. Mais je crois qu'il y a
y a des possibilités pour une vision commune. Et je trouve aussi important, d'ailleurs, pour le dire ici pour la région Grand Est, très concrètement, qu'il y a des comparaisons pour montrer que c'est possible. Et je sais que c'est souvent compliqué, parce que là, par exemple, j'ai compris que Fessenheim, c'est pour la région pas facile, parce qu'il y a aussi des emplois là-dedans. Et c'est aussi un changement, c'est sûr. Mais là, par exemple, il y a une comparaison qui n'est pas toujours facile entre le Grand Est et le Baden-Württemberg, et voir si on ne pourrait pas faire une sorte de parc technologique du futur sur les lieux, sur Fessenheim, qui est aussi soutenu, qui est vraiment un projet transfrontalier. Donc je crois qu'il y a des exemples qui montrent que c'est possible, on peut le faire ensemble, justement. Mais je crois qu'il faut vraiment aller vers les énergies renouvelables, parce que sinon, justement, la Pologne va dire, c'est la France qui, nous, on reste en nucléaire, nous, c'est des structures et de l'emploi et tout ça. Il y a quand même aussi un danger. Comme c'était pour ça si important que l'Allemagne a maintenant très clairement acté qu'il y a une sortie de charbon et que c'est fini le charbon. Même, là vous avez raison, malheureusement, c'est encore ouvert des nouveaux centrales où il y avait beaucoup de protestes en Allemagne. D'ailleurs, c'était juste pour le dire, quand il y avait les négociations en 2017 pour le nouveau gouvernement dans les coalitions, c'était une des questions clés pourquoi il n'y avait pas un gouvernement entre les conservateurs, les Verts et les libéraux. Parce que les libéraux voulaient absolument défendre le charbon. Et les conservateurs étaient même prêts avec les Verts de sortir du charbon. Et les libéraux, c'était eux qui ont dit non, on ne fait pas. Mais justement, je trouve très important que vous avez dit, il y a une vraie chance. Et il y a tellement des projets aussi de l'énergie citoyenne qui sont très très intéressants vraiment. Parce que c'est justement le modèle qui donne la possibilité pour le développement des territoires, aussi des communes, donner plus de possibilités aux communes comme vous avez en Allemagne et dans d'autres pays. D'ailleurs, on parle toujours de l'Allemagne. L'Italie est sortie du nucléaire par un référendum. L'Autriche est contre le nucléaire. Le Luxembourg a un grand problème. Les Catalans, c'est pas que l'Allemagne, hein, il y a quand même d'autres pays. Donc c'est un vrai clivage en Europe. Mais je crois qu'il y a vraiment beaucoup de scénarios qui montrent comment et avec quelle façon on pourrait avoir une Europe 100% énergie renouvelable, avec des stockages, avec des possibilités. Et là, vous avez absolument raison, d'ailleurs, monsieur le député, absolument, avec aussi vraiment des réseaux et des interconnexions. Là, c'est absolument vrai. Là, il y a un grand nombre de coopération, d'installation. Ça, c'est absolument vrai. Ça, il faut aussi, par contre, pour finir avec ça, il y a des experts qui me disent que toute la question des réseaux peut être toute une nouvelle question avec la révolution du stockage. Parce qu'avec la révolution du stockage, une commune peut produire sa propre énergie et le stocker. Donc, peut-être il y a quand même des scénarios qui disent que peut-être on va aussi même avoir besoin de beaucoup moins de réseaux. Mais ça, je trouve, il vaut la peine de le mettre là-dedans, se mettre là-dedans. Comme dans l'hydrogène, par exemple. Ouais, je veux dire là, il y a des technologies, il y a des possibilités, les choses sont là. Et pour moi, c'est juste un peu fascinant parfois parce que, franchement dit, il y a beaucoup plus de soleil en France que en Allemagne. Ça, je peux vous dire. Hein. J'ai vécu en Allemagne, mais en France, surtout le nord de l'Allemagne, il y a beaucoup plus de soleil, il y a aussi beaucoup plus de possibilités du vent. Donc, je veux dire, le potentiel en France pour les énergies renouvelables est beaucoup plus fort et beaucoup plus haut que dans un pays de l'Allemagne. Donc, pourquoi pas prendre toutes les possibilités? Et ça a créé environ 300 000 emplois en Allemagne, cette transition énergétique dans les énergies renouvelables. Donc, je veux dire, là, il y a des potentiels. Ça va aussi, bien sûr, diminuer dans le secteur nucléaire, ça c'est clair. Mais pourquoi pas prendre ensemble les chances et les possibilités qui sont là-dedans et de les faire? Et aussi pas perdre. On ne sait pas que la Chine maintenant met complètement dans les énergies renouvelables, mais ils investissent beaucoup d'ailleurs, beaucoup plus que dans le nucléaire. Ils font aussi dans le nucléaire, mais beaucoup plus dans les énergies renouvelables. Et moi je suis toujours fasciné, on travaille aussi sur tout ce qui est changement de transport, secteur de transport et mobilité. Et on a eu aussi un groupe de travail, on était à Stuttgart, on a parlé avec des grands constructeurs d'automobiles. Et franchement dit, l'automobile en Allemagne, d'ailleurs beaucoup plus qu'en France, est en train de rater la révolution vers une mobilité électrique. Ils sont en train de rater, ou ils sont presque ratés, là, ils y mettent beaucoup dedans. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Je veux dire, les marques de luxe, Stuttgart, Mercedes, Porsche et tout ça. On était chez Porsche et tout, pourquoi ils le font? Parce que, bien sûr, ils vendent en Chine, c'est le marché chinois. Et en Chine, c'est assez clair que c'est bientôt fini.
avec tout ce qui est voiture combustible et tout ça. C'est bientôt fini, donc il va y avoir que des voitures électriques et ils ont juste peur qu'ils vont perdre le marché chinois. Donc je veux dire, il y a déjà une dynamique des marchés qui va dans une certaine tendance. Je crois qu'il faut justement soutenir ça et soutenir aussi l'industrie dans ce développement, parce que bien sûr, il faut une infrastructure. Par exemple, pour une mobilité électrique, il faut une infrastructure. Et c'est ça, pas l'industrie qui peut faire ça tout seul. Donc il faut bien sûr accompagner, mais en fait, il ne faut pas essayer de freiner un certain développement des tendances, et essayer d'absolument garder les structures d'aujourd'hui. Merci M. Latauve pour la réponse à la question. Alors juste avant de passer la parole à vous, public, j'aurais juste deux dernières petites questions qui s'adresseraient à M. Makarov et à Mme Prokofieva. M. Makarov, justement, M. Latauve a parlé des initiatives citoyennes dans la protection du climat. Ma question est sur le même sujet. On a rappelé notamment que Frans Timmermans avait dit que sans la mobilisation citoyenne, il n'y aurait jamais eu de pacte vert pour l'Europe. Alors, est-ce une citation apocryphe? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a vraiment une volonté d'entendre les citoyens européens de la part des institutions européennes. En tant que représentant d'une association et du monde militant, quelles sont les perspectives en fait de ces mouvements citoyens? Est-ce qu'ils sont suffisamment puissants pour durablement influencer les politiques publiques? Ou est-ce finalement, entre guillemets, un effet de mode par rapport à tout ce qui s'est passé l'année dernière, notamment avec les manifestations Fridays for Future? Alors, Frans Timmermans, donc le vice-président de la Commission européenne, a 1000 fois raison quand il dit qu'il n'y aurait pas de Green Deal sur les mouvements de jeunesse. Ça, c'est tout à fait clair. Je crois que la jeunesse qui s'est mobilisée partout en Europe, et pas que dans les pays occidentaux, l'Europe occidentale, pas que en Allemagne, pas que aux Pays-Bas. Vous avez eu des mouvements de jeunesse en République tchèque, en Pologne, vous avez eu des mouvements de jeunesse avec des militants de jeunes qui ont fait la grève dans les écoles pour le climat. Et ça a créé un moment politique qui est essentiel. Et je pense que c'est grâce à eux et grâce à la mobilisation de la société civile également, donc les organisations non gouvernementales, et grâce en fait aux citoyens qui sont de plus en plus conscients de la crise environnementale et climatique que l'on vit, qu'aujourd'hui on a des politiques et un Green Deal européen, un pacte vert européen. C'est vraiment grâce à ça. Et pour nous, c'est essentiel. Alors, c'est vrai qu'on fait partie d'une organisation non gouvernementale. Moi, pour indication, je suis inscrit sur le registre de transparence du Parlement européen. C'est-à-dire que, officiellement, voilà, j'ai un badge du Parlement européen, ce qui me permet de rentrer, rencontrer des députés européens, et c'est voilà, pour avoir un dialogue avec eux, pour pouvoir essayer de pousser nos solutions de transition écologique dans le débat. Dans mon organisation, je suis le seul à être inscrit au registre de transparence du Parlement européen. On a regardé d'autres entreprises, par exemple, si vous prenez Volkswagen, si vous prenez toutes les branches de Volkswagen, ils sont une quarantaine inscrits au registre de transparence du Parlement européen. Donc si on compare un peu la force de frappe des ONG et la force de frappe de grands groupes industriels, on voit qu'en fait, en termes d'influence, on n'est pas du tout à la mesure. On n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de moyens humains pour vraiment avoir la même force de frappe politique que des grands groupes industriels. Mais je crois que le changement, le point de bascule, c'est la mobilisation de la jeunesse. Et ça nous donne énormément de force, ça nous permet de marcher, d'être beaucoup plus entendus quand on parle à des décideurs publics. Et donc cette mobilisation, elle est absolument essentielle et j'espère, et je suis absolument persuadé qu'elle va continuer longtemps parce que la crise climatique, de toute façon, elle est là. Et il y a une vraie angoisse, et donc il faut pouvoir répondre à cette angoisse et pouvoir lutter contre la crise climatique. Donc la mobilisation est la bienvenue. D'ailleurs, je sais qu'il y a une marche pour le climat demain matin, organisée par les jeunes européens notamment. Donc bravo à vous, continuez comme ça, c'est très très bien, et ça nous aide. Merci M. Makarov pour la réponse. Ma dernière question s'adresse à Mme Prokofieva, concernant vraiment le rôle des océans et des points d'eau dans tout ce qui est, justement, comme vous l'avez si bien dit, le captage du carbone. Quelles sont les perspectives, notamment parce que l'Union européenne a voté en 2012 une stratégie bleue. Donc là, vous avez également aussi donné quelques éléments de bilan. Donc ma question plus précisément, c'est pour vous, quel est votre avis sur le concept de croissance bleue et sur l'action européenne en la matière?
Merci beaucoup pour la question. Je voulais juste brièvement rebondir sur ce que Neil a dit. Je suis absolument d'accord, je ne peux que le soutenir, étant aussi dans une association militante. On a vu une vraie croissance d'engagement et des personnes qui nous rejoignent à des taux bien plus élevés qu'avant ces dernières années. Donc, et ça se traduit finalement avec le Pacte Vert et d'autres initiatives où on voit que l'engagement citoyen, il marche pour mettre ces sujets à l'agenda, donc ça c'est vraiment génialissime, et donc à tous les citoyens qui souhaitent s'engager pour ces questions, je ne peux juste qu'à vous dire de continuer, en effet, pour la marche demain. Pour répondre à la question sur la croissance bleue, donc en effet c'est un terme qui est assez récent finalement, donc c'est un concept qui vise à remettre l'océan un peu au cœur d'une stratégie économique et essayer de monétariser et comptabiliser finalement ce que l'océan nous apporte. Ce concept-là, mais comme tout concept, j'imagine, peut avoir ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est qu'il a vraiment permis de mettre un peu l'océan au cœur de la politique économique, au moins on recommence à en parler, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que l'océan, c'est un peu la thématique la mal aimée de tout ce qui concerne la protection de l'environnement. Et c'est vrai que, en fait, il y a un terme qui est les services des écosystèmes. Donc on peut, pour certains écosystèmes, comptabiliser ce qu'ils nous apportent concrètement. Donc par exemple, si on a des mangroves ou des récifs coralliens, on peut comptabiliser ce que ça nous apporte en termes de revenus pour la protection côtière, pour la pêche, pour les activités de récréation. Et ensuite, ça ajoute une raison de plus, si vous voulez, pour les protéger, parce qu'on se dit que finalement on a un intérêt économique à les protéger. Cependant, je trouve qu'on ne peut pas tout monétariser non plus dans la vie, et la croissance bleue a ses limites comme en tant que concept. L'océan aujourd'hui, on ne le connaît vraiment pas assez. On connaît à la limite plus l'espace et la Lune. Enfin, il y a énormément de choses qui n'ont toujours pas été découvertes au sein de l'océan. Par exemple, si on prend les grands fonds océaniques, les abysses, ils ont été explorés qu'à 5%. Il y a 95% de l'océan au fond, on ne sait pas ce que c'est. On ne pensait même pas qu'il y avait de la vie jusqu'à très récemment. Donc c'est quelque chose qu'on ne connaît absolument pas, donc on ne peut pas le monétariser, on ne sait pas à quoi ça va nous servir, est-ce que ça va nous servir, mais on est déjà en train de détruire ces écosystèmes avec notamment des exploitations minières, avec les forages en mer, etc. Donc tout ça, je pense que les concepts économiques, c'est bien jusqu'à un certain point, mais il faut toujours essayer de voir l'image un peu plus globale et imaginer que l'océan et la planète sur laquelle on vit a des limites. Donc tout ce qu'on peut imaginer en termes de croissance, par exemple, va toujours se confronter au fait que les ressources sont juste limitées. Merci Madame Prokofieva. Alors comme vous pouvez le constater, c'est le pacte vert pour l'Europe et tout l'aspect croissance est un très très vaste débat. La preuve, on a évoqué énormément de concepts, mais également c'est une discussion qui prend du temps. Donc malheureusement nous allons devoir conclure la discussion. Donc nous n'allons pas pouvoir prendre les questions du public. Toutefois, il y a un petit lot de consolation. Sachez que nous allons bien évidemment faire un article compte rendu de cette conférence qui sera sur Internet, sur le site du Taurillon, puisque je suis rédacteur en chef du Taurillon. Et donc, bien sûr, dans la section commentaires, vous pouvez poser toutes vos questions ou poster vos remarques, des remarques que vous aurez peut-être d'ici l'écriture de l'article. Donc les questions viennent aussi souvent plus tard, en mûrissant la réflexion. Donc nous allons clôturer cette première conférence. Je m'adresse à vous, chers intervenantes et intervenants. Encore une fois, merci beaucoup d'être venus. Merci d'avoir parlé de choses extrêmement intéressantes, passionnantes. Je pense qu'on peut vraiment les applaudir. C'était très complet. Donc comme je le dis, il y aura des articles compte rendus sur notre site. N'hésitez pas non plus à nous voir à la fin. Et nous avons aussi d'autres temps d'échange durant cette université d'automne. Et justement, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et une excellente université d'automne ici à Troyes. Merci à vous.